Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Yann Lom, qui est le cofondateur de ThinkMojo, un studio basé à San Francisco. Nous avons pu discuter de l'évolution de son studio, de comment il voyait les marchés du motion design entre la France et les États-Unis, et aussi comment il gérait les nouveaux outils au sein de son studio, tels que Figma ou l'intelligence artificielle. En parallèle de tout ça, j'ai créé un Discord pour le podcast, où vous pouvez suivre toutes les actualités. Si vous voulez le rejoindre, le lien est en description. Actuellement, il y a un challenge en cours, vous pouvez animer le dernier plan d'introduction de Motion Meet. Celui-ci sera potentiellement diffusé lors d'un prochain épisode. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour la faire connaître à d'autres personnes, et n'hésitez pas à mettre un like ou les 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Bienvenue sur Motion Meet, et bonne écoute. Salut Yann, bienvenue dans Motion Meet. Première question pour toi, comment est-ce que ça va? Merci, ça va très bien. Ouais, on a un petit décalage horaire là, mais très bien. Beau début de journée pour moi. Ah oui, c'est vrai, parce que toi t'es à San Francisco, c'est ça? C'est ça, ouais, dans la baie de San Francisco. Est-ce que tu peux un peu te présenter du coup pour ceux qui te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Yann Lom. Je suis un des cofondateurs d'une agence qui s'appelle ThinkMojo. On est implanté dans la baie de San Francisco. Et puis, mais je suis français à base de Montpellier. Et ça fait quelques années quand même que moi, je suis ici à San Francisco. Et puis voilà quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené un peu là-bas? C'est quoi un peu ton parcours avant San Francisco, etc. En fait, j'ai fait toute ma scolarité donc en France. J'ai fait j'étais fait des études de marketing plus ou moins, mais après mon master, je suis parti voyager et j'ai fait un stage en Californie. Et c'est ça qui m'a amené en fait dans la baie de San Francisco. Et je suis jamais reparti quoi. Je suis jamais retourné. Ouais, t'es tombé amoureux de l'endroit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est bien. Et du coup, ouais, t'as fait marketing et ensuite t'as fini dans l'univers un peu du motion, de l'animation, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu marrant parce que j'ai fait des études de business, mais j'ai toujours été passionné par tout ce qui est créa, etc. Donc sur le côté, je faisais toujours un peu de web development, graphics, etc. Et puis après les études, parce que j'adore tout ce qui est un peu business marketing aussi, et en fait les deux sont un peu rejoints et pour faire un truc dans le domaine en fait. Ah, trop cool. Du coup, t'as commencé directement par fonder ton studio, ou est-ce que avant t'avais fait des petits tafs à droite à gauche? Non, c'est venu un peu après. En fait, quand je suis parti donc aux États-Unis, j'étais vraiment dans le marketing pur et dur là, professionnellement. Donc j'ai commencé, j'avais récupéré un job en fait en plein cœur de la Silicon Valley, et j'ai commencé dans une start-up en fait dans le software. À l'époque, c'était c'était pile quand le premier iPhone était sorti, donc t'avais un peu c'était un peu l'événement là-bas, etc. Et donc moi, j'étais dans une start-up et on a commencé à faire des apps justement pour l'iPhone et autres. Et donc mes premières années là-bas, c'était vraiment dans tout ce qui était produit, marketing et un petit peu de design. Ça a pris plusieurs années avant vraiment de me lancer dans l'industrie du motion et d'avoir mon propre studio. Ouais. Ok, d'accord. Du coup, ouais, qu'est-ce qui tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de te lancer dans cet univers-là du motion et puis de créer après ton agence? En fait, ouais, c'est marrant. C'était à l'époque, donc il y avait pas mal de choses qui se passaient en fait dans l'industrie des nouvelles technologies. Donc, comme je dis, moi, avec mon frère qui est mon cofondateur, Sébastien, on a toujours été passionnés par tout ce qui était un peu design, créa, surtout dans le web à l'époque. Et donc, on avait chacun nos jobs un peu respectifs, si tu veux, dans l'industrie. Donc, moi, j'étais en marketing dans cette start-up. Mais sur le côté, en fait, lui comme moi, on faisait un peu de freelancing en design, juste pour le fun, tu vois, le week-end ou le soir. On avait des projets. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, donc on faisait principalement du web et graphisme. Et puis, à un moment donné, on a bossé il y avait un de nos petits clients en freelance qui avait besoin d'une vidéo. Et donc, on a commencé à jouer un peu avec After Effects. On s'est dit, tiens, on va faire la vidéo pour voir un peu. Et mind blown, comme on dit, tu vois. C'est genre, on a testé After Effects et on s'est dit, mais on a vu en fait la puissance de l'outil. On s'est dit, mais on peut faire des trucs de malade avec ça, quoi. Et puis alors là c'est parti derrière. On s'est dit, il faut qu'on fasse un truc avec ça, quoi. Et donc, en gros, à partir de là, très rapidement, on a commencé à faire un peu plus de vidéos. Et puis on s'est dit on allait carrément se lancer à fond là-dedans, quoi.
Ok, bah c'est trop bien. Du coup, ouais, t'es avec ton frère, et ton frère aussi, il fait du graphisme comme toi, ou vous êtes un peu complémentaires? Ouais, lui, il a encore plus. Lui, il avait vraiment un background encore plus, enfin, entrepreneurial, mais il était encore plus fort que moi en design, en créa, etc. Et c'est vraiment lui qui avait commencé plus avec After Effects et l'animation. Et donc, très rapidement, en fait, quand on s'est lancé tous les deux, au début, c'était vraiment juste lui et moi, en fait, si tu veux, on faisait plus ou moins du Ouais. freelancing. Mais quand on a vraiment pris la décision de se lancer et de créer un studio, on s'est vite réparti un peu les tâches et on s'est dit ok on est deux, on a la chance d'être deux, donc à la place de faire tous les deux la créa etc on va splitter un peu les rôles. Et donc lui il a pris Mhm. un peu la partie créa direction animation et moi j'ai pris la partie un peu plus orientée business Ok. account. Et puis ça a commencé un peu comme ça. Mais ceci dit, pour revenir à l'époque, c'est marrant parce que je me rappelle, on hésitait vachement parce qu'on était un peu plus quand même dans le web, développement, etc. À cette époque-là. Et à l'origine, on voulait lancer un studio plutôt d'identité, marque, web development, etc. Et mais c'était à ce moment-là, au même moment, qu'on a commencé à toucher à la vidéo. Et quand on s'est rendu compte du potentiel de After Effects, et en fait, avant de se lancer, on s'est dit, mais attends, peut-être, bon, un, c'était super fun à faire de la vidéo. Et puis deux, il y avait déjà beaucoup de studios qui faisaient du web. C'était pas nouveau, tu vois. On aurait été une agence de plus dans des millions d'autres Ouais. agences qui faisaient la même chose. Alors qu'en vidéo, il y avait pas encore la vidéo à cette époque-là, c'était pas encore utilisé de la même manière par les marques. Et on s'est dit, Ouais. ah, il y a peut-être un truc à faire, une carte Il y a à jouer, moyen, il y a quoi. moins de monde, autant se mettre là-dedans, tu vois. Donc, c'était un peu le bon timing pour s'y mettre à l'époque, en fait. Trop bien. Et tu te souviens de ce premier projet, un peu ce que c'était? Moi, j'aime bien, je sais plus avec qui j'en parlais, mais de voir un peu les premiers projets des gens. Je crois que c'était avec Nicolas, non, avec Antonin, sur le dernier Ah, podcast. De voir un peu c'est quoi le premier projet des gens, et puis voir un peu maintenant comment ils ont évolué. Je sais pas si tu ouais. accepterais qu'on montre un extrait à un moment, ou pas, Ouais, mais faudrait que je retrouve les vieux, les vieux fichiers, les vieux dossiers, mais c'était, non, à l'époque, c'était marrant parce que, bon, on était, lui comme moi, mon frère et moi, on était vraiment, on venait pas de ce milieu-là, tu vois, donc ouais, on faisait des trucs sans vraiment savoir, on était assez naïfs, donc c'était des petites vidéos, ouais, pareil, de 60 secondes, un truc comme ça, qui était assez humble, mais franchement, des bonnes animations à l'époque qu'on voyait pas trop souvent. Je sais plus le nom du client, mais c'était une petite start-up de Silicon Valley parce que c'était le milieu dans lequel on évoluait. Mais ce que je me rappelle surtout très vite, c'est qu'on en a fait un ou deux, on a vu le potentiel et la réaction des clients, donc ça c'était super cool. On a fait, tu vois, 4-5 comme ça assez rapidement, des petits projets qui valaient rien, tu vois, on les vendait à ouais, ouais. quasiment rien parce qu'on n'avait aucune idée du business, tu vois. Et puis un jour, un peu assez rapidement, je sais plus trop comment, il y a eBay, la compagnie eBay ils avaient Ok. leur headquarters pas loin de ma maison, de là où j'habitais, et je sais pas comment, ils ont entendu parler de nous et ils nous ont contactés et on est intéressé pour un projet, etc. Et là, je me rappelle, on s'était dit, c'était waouh, une grosse marque comme ça Ah ouais, qui eBay, vient ça vers nous, mais fait. c'était trop bon, quoi. Et donc, du coup, je suis allé les voir, on a eu plusieurs discussions, on pitchait sur un projet, il y avait d'autres, des agences beaucoup plus grosses à l'époque qui étaient dans le truc, mais on s'est dit, mais jamais ils iront avec nous. Enfin, on a deux gars là qui se baladent, qui ont Ouais, aucune expérience. Et finalement, je pense ils avaient vachement aimé l'idée que ce soit un peu plus frais, différents, et ouais, puis je pense qu'à l'époque on était vraiment pas cher parce qu'on avait aucune idée des prix à pratiquer, donc ouais. pour eux c'était un bon deal. Mais voilà, quand on a reçu ce premier projet, ce premier chèque avec eBay, là, c'est vraiment là, ça a commencé à se dire, ah bon, bah là, il y a un truc à faire, allez, on y va à fond, et puis on verra, quoi. Et du coup, c'est à partir de ce projet-là où vous avez fondé Think Mojo, ou c'était déjà lancé le studio? C'était plus ou moins lancé, mais c'est-à-dire que c'était pas officiel. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà le nom, le nom Think Mojo, si tu veux. On Ok, avait plusieurs clients, mais c'était des toutes petites startups. Et ensuite, quand vraiment il y a eBay qui est venu nous chercher, là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on formalise un petit peu tout. Et là, on a vraiment incorporé la boîte en Californie, fait les papiers, tout ce qu'il fallait. Là, c'est vraiment devenu une entreprise à ce moment-là. ok, d'accord. Du coup, c'était Ouais. en 2012, c'est ça, tu me disais? Ça, c'était même un peu avant, ça devait être en 2010 ou 11, un truc comme ça, je pense. Ok, Ouais, de d'accord. Donc là, ça 2011, ouais, fait. ça devait être juste avant. Ouais. Mais bon, ça a commencé.
C'est ça, c'était vraiment très progressif en fait, parce que ça a commencé, je pense comme beaucoup de studios où c'était peut-être t'as un ou deux freelanceurs qui se mettent ensemble. Au début, c'est une mini équipe en Ouais. fait, et puis bon au fur et à mesure, t'as des clients qui viennent, tu te sens un peu plus en confiance par rapport à ce que tu fais, par rapport aux revenus qui arrivent, et tu dis peut-être là c'est le moment de se lancer, et donc c'est vraiment fait étape par étape, mois par mois, et puis évidemment ça commence à grossir, tu commences à recruter un peu, avoir un employé, deux employés, mettre des process en place, et puis là, au bout de quelques années, là, t'as vraiment une équipe. Enfin, c'est plus du tout la même. Enfin, entre le Think Mojo, si tu veux, les 2 premières années, et puis maintenant, c'est le jour et la nuit, ça n'a plus rien à voir. Mais Ouais, vous avez bien évolué. Maintenant, vous êtes combien du coup dans la boîte? ça fluctue un peu en fonction du marché, des aléas, mais on est une petite Ouais. quinzaine en ce moment. Hein. Ok, c'est pas mal. Ouais, C'est ouais, pas ça mal, fait une du bonne coup. équipe. J'allais dire, donc ça c'est en interne, donc des full-time qui sont avec nous dans la boîte, et puis évidemment on travaille avec beaucoup de collaborateurs externes, beaucoup de freelance, donc sur chaque projet en général on a une partie du projet qui est gérée par les in-house en fait, nos employés, et puis tu as une autre partie évidemment qui vient de l'externe pour complémenter selon ce dont on a besoin, mais donc ça fait beaucoup de monde quand on est vraiment busy. Ouais, parce que du coup, les gens viennent travailler directement chez vous, ou comment ça se passe? Ouais, ouais. Alors, mais en fait, on est comme beaucoup de studios maintenant, on est en remote, donc à distance. Ok, Donc on a des bureaux ici en Californie, dans la baie de San Francisco, mais il y a vraiment ouais. qu'une toute partie de l'équipe qui est là. Le reste, on est vraiment éparpillé un peu sur tout le territoire américain principalement. Ok, d'accord. Et donc, quand on a des freelancers qui viennent avec nous, c'est en général à distance. D'accord. Et du coup, ouais, ton équipe en interne, elle est pour la plupart en remote. Comment ça se passe? Je trouve ça assez intéressant de Ouais. voir un peu que ce fonctionnement-là. Ouais, tout à fait. Et ça c'est marrant aussi parce que à l'époque, quand on a commencé, donc au tout début, ça se faisait pas vraiment en fait. C'est évident, Ouais. c'était bien avant le Covid, et surtout dans l'industrie du motion, si tu veux, t'avais quelques gros studios déjà qui étaient là, mais c'était des grosses agences un peu traditionnelles avec des méthodes un peu entre guillemets d'avant. C'était un peu l'explosion de tout ce qui est nouvelle génération de motion, etc. Donc c'était plutôt pour tout ce qui était broadcast ou des grosses pubs commercials à gros budget, tu vois. Ouais. Et donc à cette époque-là, c'était pas concevable de faire les choses à distance, tu vois, parce que logistiquement c'est plus difficile, et puis en plus dans les mœurs, tout ce qui était confidentialité, machin, truc, c'était pas vu d'un bon œil nécessairement. Donc je me rappelle quand on a commencé, donc on était déjà à distance, que mon cofondateur frère Sab, il est à Montréal, donc il y avait déjà cette Ok. distance entre nous. Et je me rappelle qu'on se posait la question comment on l'aborde. Est-ce que c'est un truc qu'on dit aux clients, qu'on cache? Est-ce que sur le site web on dit qu'on est là, mais qu'en réalité c'est remote, tu vois? Et puis c'est marrant parce que tu regardes maintenant, et maintenant c'est plus du tout un problème. T'as plein d'équipes qui sont remote, les marques ça leur pose plus de problème. Donc ça a vraiment évolué, ça a vraiment changé dans les 10 ans sur lesquels nous on a bossé. Et comment est-ce qu'on pose un peu ton équipe? C'est plutôt des gens dans le marketing, des chefs de projet, et où tu as pas mal de créa aussi avec toi? Ouais, on a pas mal de créa. On a en marketing, en business, tu vois, je dirais, on est deux. Moi qui est Ok. en full time, et puis j'ai un biz dev, un partenaire en fait qui est en stratégie aussi. Et après c'est vraiment créa et production. Donc on a plusieurs creative directeurs. On a beaucoup d'artistes, donc Ok. designers, animateurs, et on a des producteurs aussi, parce qu'évidemment tout ce qui est production, il y a beaucoup d'emploi du temps à gérer, Ouais. de livraison à gérer, donc il faut du producing qui est solide, quoi. Ok, d'accord. Ouais, ouais, je vois. Ok, ça se Ouais. comprend. Ok, c'est Ouais. cool. Un autre truc qu'on a aussi, qui est un peu différent de la plupart des studios de motion, c'est que on fait un peu tous les styles, mais surtout on fait aussi ce qu'on appelle du live action. Tu sais, Ouais. des pubs en fait qui sont filmées avec des acteurs, des équipes techniques, etc. Donc on a aussi une partie de l'équipe qui est réservée à ça, avec un directeur de live action, des VFX. Donc c'est vrai qu'on est quand même plus axé, on fait pas mal plus de motion parce que c'est de là où on vient, mais quand on a fait grossir la boîte, on a aussi développé un peu cette partie-là parce que ça nous intéressait, c'était intéressant, je pense, pour les clients, et puis même pour nous, c'est fun, c'est un truc qu'on a toujours voulu expérimenter, et donc voilà. Donc du coup, on a aussi ça dans l'équipe. Ouais, et puis même ça permet d'avoir une sorte de variété de production, et de changer un petit peu que Voilà. du motion tout le temps, quoi.
Ouais. Ah, c'est clair. En plus, c'est complètement différent. Enfin, tu vois, tout ce qui est motion, surtout quand on le fait en remote. Donc, ça, c'est vraiment, t'es derrière ton ordinateur tout le temps. Alors que là, que le live action, ça n'a rien à voir. C'est un modèle complètement différent. Et puis, t'es vraiment sur le set, sur le plateau, ou alors t'es en location, comme on dit. Pas du tout la même culture, tu vois. C'est vrai que ça, c'est un truc que moi, j'ai découvert parce qu'on venait pas de cette industrie-là. Et se retrouver sur des plateaux avec des équipes techniques de 30 ou 40 personnes et c'est vraiment pas du tout la même culture. C'est beaucoup plus traditionnel. T'as des syndicats, par exemple, souvent sur les plateaux. C'est quelque chose qui est pratiqué de beaucoup plus longtemps. Donc, ouais, c'est vraiment marrant. T'as un peu ces deux cultures qui se rejoignent là dans l'équipe. Mais c'est comme tu dis, c'est bien, ça apporte un peu de fraîcheur et ça fait que t'as des projets qui sont vraiment différents et tu t'ennuies jamais, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que tu as un peu plus de contraintes quand tu fais des vidéos vraiment live action à côté que dans le motion où c'est peut-être un peu plus fluide, surtout au niveau du remote, Ouais. quoi. Et avant qu'on passe un peu à la suite, est-ce que ça te dit qu'on fasse le double expresso? Je t'explique rapidement ce que c'est si tu connais pas. C'est je vais te proposer deux choix et tu vas juste devoir en sélectionner un sur les deux du coup. Ok? C'est parti. C'est parti, vas-y. C'est parti pour le double expresso. T'es plutôt thé ou café? Plutôt thé. Plutôt Mac ou PC? Mac, all the way. Mac à fond. France ou US? Ah non, ça c'est un choix, c'est impossible ça. J'adore les deux. La Californie, c'est super comme État, mais bon, il y a des trucs qui manquent de la France qui sont imbattables, qu'il y a que la France qui l'a, donc c'est 50-50 quoi. 50-50, ok, ça marche. Ouais. 2D ou 3D? Ah, un mix. J'aime bien quand il y a les deux en même temps, moi. Penser ou agir? Agir, il faut. Agir. Couleur ou noir et blanc? Couleur. Dynamique ou enivrant? Dynamique. Dynamique. Motion ou vidéo filmée? Ah, ça aussi c'est difficile. Peut-être motion. Je pense que le motion c'est plus dans notre ADN, mais je suis fasciné par tout ce qui est live action quand même. Pré-prod ou post-prod? Ah, post-prod, je pense. Même si le pré-prod c'est tellement important, ça devrait être même le focus quoi, plus que le post-prod. Mais Ouais. je sais qu'en post-prod on trouvera toujours une solution pour régler quelque chose. Ouais, c'est là où tu vois vraiment toute la magie, tout ce que t'as préparé avant qui s'opère. Ouais. Quoi. Avec ou sans ref? Ouais, avec, clairement. Et enfin, solo ou en équipe? En équipe, même si des fois c'est presque plus de facilité à faire les choses en solo, je pense que quand t'es en équipe, bon, ça apporte quelque chose que humainement, je pense qui est super sympa. Ok. Bah, c'est bon pour le double expresso. Mais ouais, je pense que en équipe, c'est un peu ce que tu vois toi. C'est t'as fondé ton agence pour ça. Je pense pour avoir des expertises un peu à droite à gauche et puis pouvoir faire des projets encore mieux quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a un certain niveau, tu vois, de calibre et puis en termes de scope, si tu veux, où c'est certaines choses tu peux l'achever tu peux l'atteindre que si t'as l'équipe parce que c'est simplement pas possible avec une seule personne. Et puis c'est vrai que ça te permet aussi, si t'arrives à poser des bonnes bases pour la collaboration, tu peux arriver à des trucs créa qui sont assez fous et qui te prennent là où tu pensais pas que ça allait aller en fait, parce que simplement toutes les idées viennent pas forcément de toi et donc du coup tu laisses peut-être d'autres collaborateurs ils ont leurs propres idées, façons de penser et du coup ça arrive à des trucs que jamais t'aurais pensé que Ouais, c'est ça. Ça aurait été comme ça quoi. Ouais, c'est ce que je vois aussi là moi de mon côté en essayant de faire des petites équipes de parfois entre créa etc. Sur des projets, c'est tu as différentes personnes. Tu vas avoir les influences des différentes personnes, etc., leurs forces qui vont venir un peu enrichir tout ça. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est tu vas arriver à une vidéo finale, enfin un résultat final que tu aurais peut-être pas pu faire tout seul, quoi. C'est ça qui est ultra intéressant. Et puis comme tu dis, l'aspect humain qui est derrière. L'aspect humain, ouais. Mais pour moi, c'est comme si c'était deux mondes un peu différents. Ce que j'adore les deux en fait. C'est-à-dire, j'admire quand t'as eu un super beau travail qui a été réalisé par une équipe parce que tu sais à quel point ça prend des efforts, etc. pour que toute cette collaboration, ça s'aligne parfaitement, ça arrive à un truc qui est plus ou moins abouti, qui est réussi, ça avoir confronté plusieurs idées, etc. C'est pas facile tout le temps, donc dans cette mesure-là, je trouve que c'est super intéressant et impressionnant quand ça arrive.
Mais d'autre manière, j'adore aussi quand t'as un artiste qui a une vision un peu singulière et cette personne sait exactement ce qu'elle veut et puis Ouais. elle le projette sur le monde et tu te dis, ouais, c'est vraiment super ce que cette personne peut faire et le fait que ça sorte de là et qu'ils aient une vision, en fait. Moi, j'adore ça quand les gens, ils ont une vision et sont capables de la projeter sur le monde comme ça, c'est super. Ouais, c'est clair, bah, c'est ce qu'on voit un petit peu plus maintenant. Je pense que toi, tu l'as vu entre le début de ta carrière peut-être et maintenant, tu as de plus en plus de personnes qui ont leur propre style de motion, etc. Moi, je voulais savoir un peu, c'était quoi bah, ta vision sur l'évolution du motion depuis que tu as commencé jusqu'à maintenant. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu plus de 10 ans, nous, qu'on est dans le motion et donc, ouais, c'est vrai que tu as plusieurs vagues d'évolution. Quand on a commencé, c'était beaucoup moins développé, comme je disais, t'avais Ouais. vraiment l'univers un peu de ce qu'on appelle le broadcast, donc télé, dans des trucs à gros budget, etc. T'avais rien vraiment en dessous de ce niveau-là, en fait. Et donc, quand ça a commencé, nous, dans notre génération à nous, du coup, avec After Effects, etc., maintenant, quasiment n'importe qui pouvait faire du motion. Et donc, tu pouvais faire du motion avec juste un ou deux gars pour des marques qui n'étaient pas forcément des marques globales, mais en tout cas pas pour des spots télé nécessairement. Et du coup, ça a injecté un peu une nouvelle dose de créativité, en fait, des trucs qu'on voyait pas avant en animation. Donc tout ce qui était flat design, vectoriel à l'époque, c'était très tendance. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et après, je dirais, l'évolution après ça, c'est un peu comme tu disais toi, je pense il y a eu il y a eu plusieurs spécialisations. Tu voyais, je pense que la plupart des marques et des gens et des agences et des créateurs, ils sont devenus un peu plus, tu vois, je sais plus comment dire en français, mais en savvy, tu vois, et un peu plus aiguisé en termes de ce qu'on est capable de faire avec le motion. T'as eu toute cette tendance en tout cas en Silicon Valley, là, moi où j'ai voulu, qu'on appelait ce qui était le design driven ou design thinking. Donc, t'as plein de boîtes comme Airbnb, Twitter ou autres qui ont compris la valeur euh, qu'apporte le design. Ça, c'était le design vraiment graphique à l'époque. Et après, t'as le motion qui est arrivé. Et je pense que vraiment, t'as beaucoup de marques, d'agences, de freelanceurs créateurs, eh bien, quand t'es capable d'élever le niveau d'animation, de design thinking. Et donc, l'approche motion, c'est beaucoup plus sophistiqué que ce qu'il y avait il y a 10 ans, hein, je pense. Ouais. La façon dont on réfléchit à l'impact que le motion peut avoir sur une marque, sur une communication, c'est un peu le jour et la nuit entre il y a 10 ans et il y a maintenant, je dirais. Ouais, tu vois le même. Est-ce que même les process ont un peu évolué? Est-ce que avant, je sais pas, est-ce que tu as une différence maintenant? Est-ce que maintenant tu prépares beaucoup plus tes projets qu'il y a 10 ans? Comment ça se passe aussi? Ouais, c'est pareil. Je pense que, mais en fait, je pense qu'il y a à deux niveaux. Un, le niveau sophistication en termes de l'utilisation du motion pour la communication. Je pense que on est, de manière générale, l'industrie est beaucoup plus experte en cette utilisation. Et la deuxième chose, ce serait plutôt au niveau du process, comme tu dis. On est capable de faire de plus grosses choses plus rapidement. Et ça, c'est parce que, un, je pense que ça fait plus longtemps qu'on le fait maintenant. Et puis, deux, honnêtement, quand tu regardes ce qui se passe avec le développement des outils, c'est hallucinant. Enfin, bon, déjà, After Effects, à l'époque, c'était déjà un peu le nouveau truc qui a vraiment changé la donne. Mais maintenant, quand je regarde des outils comme Figma pour le design et autres, à quel point on est capable d'aller plus rapidement pour la collaboration, tout ce qui est remote. Ouais. Ça va de pair avec ce que je disais avant, où il y a 10-15 ans, il n'y avait pas trop de remote, mais maintenant, tout ce qui est fait en distance, c'est beaucoup plus commun. Mais ça a été favorisé aussi par ces outils à la Figma et autres qui permettent de faire des choses super rapidement, collaborer à distance. Donc, on est capable de trouver des collaborateurs assez rapidement de n'importe où. Ouais. Ce qui était beaucoup plus difficile il y a 10-15 ans, tu vois. Donc, c'est pareil, ça, c'est vraiment une évolution énorme, hein, en très peu de temps, finalement. Et du coup, ouais, toi, vous utilisez Figma, vous utilisez la suite Adobe, c'est terminé de votre côté ou vous l'utilisez quand même de temps en temps pour certains projets? Ah non, carrément, on est Adobe énormément parce que, ouais, After Effects, Cinema, 4D et compagnie. Donc ça reste quand même nos outils primaires, je dirais, enfin, numéro 1. Mais par contre, c'est vrai qu'en design, parce qu'en fait, alors je sais pas, c'est vrai que tous les studios sont pas comme ça. Nous, ThinkMojo, on a
particularité que on travaille pas mal en amont avec nos clients, c'est-à-dire qu'on fait un peu de stratégie, on essaie de vraiment établir les vidéos qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire en termes de packaging. Ok, on va essayer de faire un spot pour ça, ensuite on va recouper cette vidéo en tel nombre de vidéos pour des distributions sur YouTube ou social ou autre, etc. Donc ça, on bosse avec eux là-dessus. Et puis on bosse aussi sur les concepts. En général, c'est nous-mêmes qui créons les concepts pour les clients. Donc on bosse avec eux sur le messaging, sur l'histoire qu'on va raconter, etc. Donc on écrit nous-mêmes les scripts, on fait tous les concepts, le design, etc. Donc évidemment, tu as une partie de ça qui est pour le design, quand on fait storyboard, style frame et compagnie. Honnêtement, on fait quasiment tout sur Figma maintenant, parce que on trouve que c'est plus rapide pour la collaboration. Ouais. Et, ouais. Mais ça, c'est marrant parce qu'honnêtement, franchement, même nous, on l'a vu, on travaille avec beaucoup de boîtes en nouvelles technologies, donc beaucoup de startups de Silicon Valley. Et l'adoption de Figma, c'était un raz-de-marée, quoi. C'est passé, franchement, de l'espace de 6 mois à, je me rappelle, nous, quand on commençait à utiliser Figma, il y avait quasiment aucun de nos clients qui y était encore. Et franchement, en 6 mois, c'est passé de quasiment peut-être à 0 client à 90% des clients en quelques mois, quoi. C'était hallucinant. Ouais, j'ai vu ça aussi, quand je travaillais un peu en agence de pub. Au début, c'était tout le monde, t'avais un peu d'Adobe XD ou de Photoshop, etc. Mais Figma, ça a complètement révolutionné un peu le workflow des agences, etc. C'est beaucoup plus fluide en termes de partage et de travail directement sur un même dossier, quoi. Ouais, même je trouve avec le Motion, t'as des plugins du coup, etc. qui sont apparus, qui permettent de fluidifier les transitions entre Figma et After Effects. Du coup, c'est assez bien aussi à ce niveau-là. C'est ça qui est cool. Je pense que dans notre industrie, c'est quand même ça avance assez rapidement les outils. Puis comme je disais avant, moi ça m'hallucine ce qu'on est capable de faire maintenant. Rien qu'une seule personne avec les bons outils, mais tu peux faire des trucs qui sont à la hauteur d'un film à gros budget Hollywood. Tu vois, tu peux bosser sur une scène en 3D ou autre avec une seule personne. C'est hallucinant, quoi. Genre quand tu utilises que ce soit After Effects ou Cinema, ou maintenant les outils un peu open source comme Blender ou autre, ou quand tu regardes les trucs à la Unreal Engine, tous ces trucs-là, mais c'est un truc de fou, quoi, ce qu'on est capable de faire avec une personne, un ordinateur, quoi, de n'importe où. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai qu'après, tout ça a évolué parce que oui, c'est, comme tu dis, t'as des outils qui sont beaucoup plus accessibles, je pense, que maintenant et qui ont bien évolué. Je pense que Blender, au début, c'est plus du tout la même chose maintenant et du coup, ça va te permettre de sa concurrence plus ou moins, je pense, Cinema 4D, même si je pense que sur Cinema 4D, t'as plus de facilité à arriver pour avoir un résultat concret. Ouais. Mais ça, c'est Ouais. intéressant parce que ça a quand même un impact aussi sur le marché. Parce que moi, je me rappelle quand on s'est mis, quand on a lancé la boîte, donc il y avait des grosses agences spécialisées dans tous ces spots un peu broadcast et compagnie. Et ça, à l'époque, ça prenait des grosses machines de rendering, machin, pour faire ça. C'est pour ça que c'était difficile. Ça prenait des budgets énormes pour faire ces spots à l'époque. Mais maintenant, avec toute l'évolution de ces outils, ça a vraiment, comme je disais, t'as besoin d'un ordinateur, une petite licence Adobe ou quoi, ça coûte rien, et t'es capable de faire des trucs de ouf. Donc évidemment, en termes de budget, les marques très rapidement ont compris que t'as pas besoin de $300,000 pour faire une scène ou une vidéo. Donc ça a vraiment changé, je pense, l'industrie, le marché. Il y a beaucoup de grosses boîtes qui étaient spécialisées en fait dans tout ce qui était animation de 3D à l'époque, qui ont disparu ou qui ont été complètement disruptés entre guillemets parce que le coût des choses a changé. T'as beaucoup de petits studios qui se sont montés avec des prix beaucoup plus abordables et ça a complètement cassé la dynamique. Je pense qu'on va voir un peu la même chose avec l'IA qui arrive en force, là. Ok. Ouais, ça, on va essayer d'en discuter un tout petit peu plus après. Mais est-ce que toi, ça t'arrive, tu travailles que avec des clients aux États-Unis, du coup, pas du tout en France, enfin pas du tout en France, jamais. Non, ouais. Ça arrive, tu vois, peut-être une fois par an, on a peut-être un client de France qui va nous contacter, mais c'est très très rare. Et en général, c'est une coïncidence, ils savent même pas que il y a des Français dans la boîte. Ça nous est arrivé il y a pas très longtemps, en fait. On nous a contacté pour un projet parce qu'on avait fait une vidéo pour une boîte qui s'appelle Zendesk et ils étaient intéressés par un truc dans ce style, et
et c'était une surprise. Il y a des Français dans l'équipe et ils avaient aucune idée que nous on était Français. Mais bon, bref, pour répondre à ta question, oui, c'est 99% des boîtes américaines et je dirais même des boîtes dans la nouvelle technologie de Silicon Valley, San Francisco, New York. Ok, et du coup, c'est bien parce que tu vas pouvoir bien répondre à ma question suivante, c'est est-ce que tu vois une différence entre le motion aux US et en France, et puis même du coup au niveau des clients et de la mentalité sur les projets qu'il y a entre les US et en France, est-ce que tu vois qu'il y a une différence dessus? Ouais, il y a clairement une différence, je pense. Déjà, je pense que peut-être, alors je veux pas froisser personne, mais je pense qu'en termes de design business, en tout cas motion, je pense que il y avait un peu plus d'avance aux États-Unis parce que c'est parti de là aussi un petit peu. Évidemment, t'as Adobe qui est implanté ici, et puis t'avais beaucoup de marques, comme je disais, à la Airbnb et autres, qui étaient vraiment design driven, qui ont lancé tout un mouvement avec d'autres marques aussi d'ailleurs. C'est parti un peu d'ici aussi, donc il y avait un peu d'avance, un train d'avance, je pense, en termes de motion, mais évidemment la France et l'Europe en général, ça revient à la charge et est capable de faire la même chose, plus ou moins. Mais bon, tout ce qui est innovation technologique, ça part quand même d'ici en général aux États-Unis, donc là, tu as un petit décalage en général. Et après, je dirais quand même en termes de culture, c'est pas du tout la même chose. Je pense que c'est un peu comme pour avoir bossé dans le monde du marketing, engineering avant, c'est un peu général tout ce qui est business et ingénierie, tu vois. Il y a une certaine culture française comparée à une culture américaine. Les Américains, business is business. Et ça va vite, ils aiment présenter des choses, prendre des risques, et faut que ça y aille, quoi, tu vois. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus réfléchi en général. T'as une finesse artistique qui est beaucoup plus développée, mais ça prend plus de temps pour passer à l'action aussi. Donc c'est vraiment culturel. Des fois, ça me fait penser un peu à l'industrie du cinéma. Hollywood, c'est un peu pareil, tu vois. Aux États-Unis, le cinéma, c'est un business, c'est pas de l'art, tu vois. C'est des studios qui vont mettre de l'argent, investir dans des projets pour faire de l'argent. L'art est vraiment au service du profit, alors qu'en France, le cinéma, c'est quand même beaucoup plus artistique. Le profit, c'est important, mais ça vient presque en second rang des fois. C'est pas du tout la même approche. Je pense qu'il y a un petit peu de ça avec le motion design, pas autant, mais avec mon expérience en bossant avec des freelancers français de temps en temps ou des marques françaises, tu vois qu'il y a quand même tout ce qui est la direction artistique, narration, etc. C'est un petit peu plus pensé, je pense. En France, il y a plus d'attention qui est portée là-dessus. En tout cas, ça importe plus comparé aux États-Unis, où faut que ce soit cool, que ça en jette, mais aussi il faut que ça avance rapide, quoi. Ouais, ils sont plus dans le waouh, dans l'effet waouh du départ que vraiment essayer d'avoir un fond vraiment bien poncé peut-être à la base, c'est ça? C'est ça, et je pense qu'il y a une notion un petit peu plus business, je pense aussi aux États-Unis. Il faut que ça produise des résultats, et sinon on passe à autre chose, ou à un autre style, ou une autre équipe, tu vois. Ok. Du coup, ouais, quand tu taffes avec des personnes en France ou autre, tu vois qu'il y a une différence de process, etc. aussi? En process, peut-être un petit peu moins, si ce n'est que pour du coup, je veux dire, la sensibilité un peu artistique, la narration. C'est vrai qu'il y a une réflexion un peu plus en profondeur sur la signification des choses, des visuels, etc. En France, je pense un petit peu plus. Les process eux-mêmes sont plus ou moins les mêmes. Par contre, une autre grosse différence, je pense, c'est peut-être le niveau des budgets aussi. Je pense qu'il y a peut-être des budgets un peu plus gros quand même aux États-Unis par rapport à moi, ce que je vois, mes conversations avec certains designers européens. Après, c'est vrai que moi, en tout cas avec ThinkMojo, on opère un peu dans une bulle un peu à part, parce qu'on est en Silicon Valley. Il y a beaucoup de grosses, tu as tous les Google, les Facebook, etc. Ils ont plus ou moins un compte en banque infini. Donc, ils hésitent pas à balancer de l'argent sur les projets que tu pourrais jamais avoir nécessairement en France, tu vois, même avec des grosses marques globales. Donc ça, je pense, il y a une grosse différence par rapport à ça aussi. Ok, du coup vous avez choisi le bon secteur vers lequel vous orientez pour avoir les Ouais, bons budgets. Bon, ça c'était pas vraiment intentionnel, hein. C'était juste qu'on s'est trouvé à cet endroit-là, mais bon, c'est vrai qu'il y a après le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que tout coûte beaucoup plus cher ici aussi. Enfin, quand les designers, freelancers, enfin tout a un niveau plus élevé en termes de prix aussi, donc ça
ça se rééquilibre pas complètement, mais voilà, c'est pas les mêmes Oui, il y a mêmes toujours une échelles. balance, etc. Je suppose ouais qu'aux États-Unis c'est complètement, enfin, on voit Ouais. d'ici en France que c'est un système, une société différente, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça peut être un problème des fois ici à San Francisco parce qu'en fait, t'as plusieurs agences en motion design ou en créa, etc. Qui évidemment tu veux recruter des motion designers talentueux, etc. Mais ce qui se passe, c'est que les petites agences, elles sont en concurrence directe avec toutes ces grosses boîtes. Quand t'as Facebook, Ok. Apple, Google et compagnie qui sont capables de balancer des salaires de ouf pour des motion designers ou n'importe quel employé. En fait, c'est très dur pour les agences créatives locales de recruter des très bons talents parce qu'ils peuvent simplement pas rivaliser avec les salaires et les avantages que ces grosses boîtes peuvent offrir. Donc du coup, c'est un peu un choix. Ah oui, je peux Du comprendre. coup, là, pour les freelancers, en général, j'ai souvent ces conversations quand on essaie de recruter, quand je parle à des gens ici, c'est en tant que motion designer, est-ce que tu vas faire le choix de bosser un peu à la cool chez Google ou Apple, où tu bosses pour une marque et c'est t'as un peu moins de variété qu'en agence, mais par contre, t'as des salaires de ouf. Ou Ouais. est-ce que tu renonces au salaire de ouf et tu bosses plutôt en agence où t'as plutôt des projets beaucoup plus variés, un esprit, peut-être une culture un peu plus, moins corporate. Ah, c'est vraiment un choix de vie, mais bon, qui est pas toujours facile à faire selon ta personnalité, quoi. Mais du coup, toi, tu vois, il y a plus, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais t'as beaucoup plus de freelance ou t'as quand même des gens t'as pas mal de gens qui veulent aller dans des boîtes, dans des agences ou autre. Ouais, t'as les deux. Je dirais, en agence, t'as beaucoup de freelance, c'est sûr. Ok. Chez les marques, t'as d'employés. Ouais, employés parce il y a quand même un gros attrait. C'est vrai que t'as des gros postes, pour un poste de motion designer, même j'allais dire, en entry level, comme on dit, ou milieu de gamme. Tu peux avoir des très très bons salaires et puis des avantages vraiment énormes. Donc, c'est vrai que ça peut donner envie d'être employé, ouais, bien sûr. Ok, ok. Ouais, je vois, parce que j'ai l'impression que là, ici en France, c'est un peu une mode de se lancer, enfin une mode entre guillemets, mais tu vois, il y a eu une effet, enfin, je sais pas comment le dire, j'ai pas les mots, mais t'as beaucoup de gens qui se sont mis en freelance d'un coup et qu'il y a des boîtes qui ont du mal un peu à recruter parce que les gens sont mieux en freelance, c'est quand Ouais. même une liberté un peu plus au niveau de l'emploi du temps, de l'organisation et peut-être entre guillemets du choix du projet quand t'as cette chance-là. Et du coup, ouais, je me demandais si aux Ouais. États-Unis t'avais encore ce truc-là. Ben en fait, c'est marrant que tu mentionnes ça parce que on a eu ce problème il y a 2-3 ans en fait, juste avant le Covid et vraiment beaucoup pendant le Covid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas en France comment c'était, mais aux États-Unis, t'as eu donc le gouvernement qui a injecté beaucoup de fonds pour les entreprises. Donc il y a beaucoup de boîtes qui sont retrouvées avec beaucoup de cash à utiliser. Ouais, Et il y a eu une demande accrue en fait parce que il y avait beaucoup de gens qui restaient à la maison évidemment, donc beaucoup plus d'achats en ligne, etc. Donc ça veut dire beaucoup plus de advertising, beaucoup plus de promos à faire. Donc du coup beaucoup de demandes pour les studios en motion design, mais beaucoup de monde aussi qui ont décidé de se mettre en freelance à ce moment-là. Et vu qu'il y avait beaucoup de demandes, les taux, les rates en fait des freelancers augmentaient. Et du coup, ça a fait que ça a été extrêmement dur pendant 2 ans là pour les studios de trouver des freelancers, ou du talent quoi en fait, parce que tout le monde était parti en freelance et tout le monde ouais. était super busy parce qu'il y avait des rates de ouf. Donc du coup, moi je me rappelle, on a eu 2 ans, ouais, c'était pas facile de trouver des gars dispo et puis des gars dispo avec des rates qui étaient pas impossibles quoi, tu vois. Mais là c'est redescendu, là ça fait 1 an. Alors pareil, je pense que c'est assez spécifique aux États-Unis, mais ça fait un peu plus d'1 an après le Covid, où t'as l'économie des nouvelles technologies qui s'est un peu rebaissé en fait. On peut pas, je dirais pas écrouler, mais t'as beaucoup de licenciements économiques, de layoffs, ils appellent ça ici. Donc on a eu ça pendant plusieurs mois, et donc du coup ça a mis beaucoup de monde sur la paille un petit peu. Et du coup, beaucoup de freelancers qui sont redevenus un peu disponibles. Et puis, du coup, t'as tous les rates, en fait, qui sont redescendus plus ou moins à la normale, je dirais, là, ces derniers mois. Donc, c'est moins un problème maintenant pour les studios. Mais c'est vrai on est passé par la même étape, là, il y a 2 ans.
Ok, d'accord. Ouais, bon, bah, du coup, ouais, je pense que ça fluctue en fonction du marché, etc. De toute façon, à chaque fois. Ouais. Mais ok. Est-ce que ça te dit qu'on parle un peu plus d'un de tes projets, par exemple, comment toi ça se passe quand quand un client vient te voir ou quand tu réponds à un appel d'offres, je sais pas, du brief jusqu'à la livraison, comment est-ce que vous opérez dans ta boîte? Ouais, bien sûr. Bah, pour nous, alors, comme je disais tout à l'heure, on est, je dirais pas atypique, mais on n'est pas comme tous les studios de motion où il y a beaucoup de boîtes de motion ou d'agences qui, en fait, travaillent en relation ou collaboration avec une agence créative ou de branding, par exemple. C'est l'agence de branding qui va souvent faire toute la, la créa, si tu veux, l'idée, le concept. Et en fait, ils vont bosser avec un studio partenaire pour l'exécution, la production du truc. Pour nous, c'est un peu différent. On bosse en général directement avec les clients, les marques. Donc, on passe jamais par des agences. Et en fait, on va créer les concepts nous-mêmes. Donc, il y a une partie stratégie. Quand les marques elles viennent vers nous, en général, ils ont une idée de l'objectif qu'ils ont, c'est-à-dire ok, on veut faire un lancement de produit ou on a une nouvelle campagne qu'on voudrait sortir sur tel ou tel thème et on a besoin d'aide pour ramener ça, en faire quelque chose de concret, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, bon, on va essayer de scoper, enfin voilà, de trouver la bonne taille du projet, budget, etc. Et puis on va s'accorder là-dessus et puis on va commencer à passer à travers nos étapes de production. Donc la première, on va commencer sur un côté un peu stratégie, réfléchir vraiment aux objectifs, qu'est-ce qu'on essaie de dire, à qui on veut le dire en termes d'audience pour les marques. Et à partir de là, on va commencer à conceptualiser un peu des idées créatives de messages d'abord. Donc, on bosse sur les scripts et compagnie. Et ensuite, on commence à regarder, une fois que ça c'est plus ou moins approuvé, on commence à regarder un peu les concepts visuels. Évidemment, nous, on travaille donc beaucoup avec les marques, donc elles ont souvent les marques avec lesquelles on bosse, ce sont des grosses entreprises en général de Silicon Valley, donc elles ont déjà des équipes entières dédiées au marketing, au design, donc ils ont leurs propres brand guidelines et compagnie. Donc souvent, on prend ce qu'ils ont et nous on bosse à partir de là. Après, c'est vrai que des fois, ils ont des projets qui sont complètement nouveaux et ils cherchent justement à se démarquer de l'image de marque qu'ils avaient déjà avant. Donc là, on a un peu plus de liberté. On peut faire des styles qui sont en dehors de leurs guidelines. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on va réfléchir un peu visuellement à quoi ça va correspondre. Une fois qu'on a validé ça entre le concept de message et le concept visuel, là, on commence vraiment à aller dans le détail des storyboards, faire chaque scène, en fait, valider chaque shot avec eux. Et puis, une fois que cette grande étape de décision créative est faite, là, on passe à la deuxième grande étape qui est vraiment l'exécution, où là, on a tout notre plan de pré-production qui est fait. Et là, c'est vraiment, on déroule, on recrute des freelancers en plus s'il y a besoin, pour complémenter l'équipe qu'on a déjà nous en in-house. Et puis, on déroule jusqu'à la fin, quoi. Ok, et du coup, un projet, je sais pas, par exemple, un projet d'une minute, ça dure à peu près combien de temps chez vous? En général, je dirais en moyenne, peut-être, tu as 8 semaines, un truc comme ça. Ouais. Ça dépend un peu parce qu'en fait, du type de client. Parce qu'en fait, donc, soit on bosse avec vraiment des grosses boîtes à la Google, où là, c'est très corporate. Donc, t'as beaucoup d'intervenants dans leurs équipes à eux, et souvent tu as plusieurs niveaux de hiérarchie aussi, en fait. Donc du coup, tu auras beaucoup plus de niveaux de validation, parce qu'évidemment il falloir que ce soit, je sais pas moi, traduit en plusieurs langues, ou il faudra que ce soit approuvé par le CMO, machin et compagnie. T'as tout l'aspect légal, donc ça prend beaucoup plus de temps pour arriver au même résultat. Alors que des fois on travaille avec des petites startups qui sont beaucoup plus agiles, il y a beaucoup moins de niveaux de hiérarchie, et donc du coup tu peux aller beaucoup plus vite. Donc en fonction de ça, on va mettre des process en place qui sont un peu plus ou moins différents pour pallier un peu à chaque besoin, quoi, de l'entreprise. Donc des fois, c'est possible que pour aller plus vite, si par exemple, je sais pas, t'as une timeline qui est un peu plus compressée parce que tu dois aller plus vite, j'en sais rien, on va peut-être skipper l'étape du storyboard et passer directement en animation, freestyle des trucs, et puis aller très vite, tu vois. Alors que voilà, si tu bosses pour je sais pas moi, Google ou Apple,
tu peux pas faire ça parce que tout doit être millimétré, validé 15 fois par leur département légal, par leur machin. Donc c'est pas du tout les mêmes process en fait. Ouais, je pense que t'as quasiment la moitié du temps de production qui est juste attendre les retours ou les validations de tes clients, quoi. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que tu te dis des fois, avec des grosses boîtes comme ça, que tout doit être tellement bien géré, huilé, mais c'est pas du tout le cas. Nous, on bosse avec des grosses boîtes, mais des fois, tu verrais le bordel, tu comprends pas comment ils sont... C'est-à-dire que souvent il y a des gros événements, des gros lancements, etc. Et puis bon, je pense qu'ils ont leurs propres contraintes, mais souvent ils attendent un peu la dernière minute pour dire il nous faut une vidéo de lancement pour ci, mais ils se réveillent genre je sais pas moi 3 semaines avant le truc. Ils veulent une vidéo énorme, tu vois. Tu leur dis les mecs, ça aurait été bien d'y penser peut-être 2 mois avant, tu vois. Mais bon. Et souvent, du coup, t'as c'est pareil, ça peut être le branle-bas de combat et puis un peu le bordel chez eux aussi. Donc, la taille de l'entreprise ne veut pas forcément dire que, qu'ils ont c'est tout, plus carré, tout parfait. C'est plus structuré. Non, pas du tout. Ah, c'est marrant. Non, c'est rassurant aussi de voir ça, de se dire, ok, c'est pas parce que t'as des gros clients que ça va être beaucoup plus fluide, pas forcément, quoi. Et, pas forcément. Ouais, moi, je trouve ça intéressant, de votre côté parce que vous êtes pas seulement un studio de prod parce que vous pensez la stratégie qui est autour. Ça, vous avez fait dès le départ d'essayer de proposer à vos clients, ok, vous avez cet objectif-là, du coup, il faudrait faire tel type de vidéo et après les décliner comme ci, comme ça, pour que vraiment bien toucher votre cible et avoir votre objectif. Ça a été, je dirais, assez progressif, parce au début, on était vraiment concentré sur, on a toujours écrit les scripts dès le départ, donc il y avait toujours un peu le côté messaging, trouver un concept qui marche, mais sans vraiment avoir trop de stratégie. C'est venu un peu plus tard. En fait, simplement parce que je pense que notre mission, entre guillemets, à Think Mojo, c'est vraiment d'aider une entreprise à mieux communiquer par rapport à la valeur de ses produits, de sa mission, etc. Et en fait, quand tu fais ça, tu te rends compte que t'es obligé de toucher à la stratégie parce que tu peux pas sortir une communication qui est claire pour une audience précise si t'es dans ta tête à toi, c'est pas clair. Donc ça te force à poser des questions, de dire ok, attends, qu'est-ce qu'on essaie de faire là ? À qui, quel est le message qu'on veut faire passer ? À qui on parle ? Si on parle à eux, ça veut dire que cette audience-là, elle se trouve sur tel réseau ou sur telle chaîne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette tel type de format en place, etc. Donc du coup, tout a un impact sur le produit final. En fait, si tu maîtrises pas ces questions, tu vas te retrouver avec une vidéo qui est pas forcément adaptée au but que tu veux faire. Donc t'es obligé de passer par là. Et donc nous, ça nous a forcé à devenir un peu meilleur, du coup en stratégie et prendre ça plus en amont, quoi. Ok. Du coup, vous avez engagé quelqu'un spécialiste en stratégie ou c'est plus vous avez réussi à évoluer là-dessus ? Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire on s'est formé, on a développé un peu cette compétence en interne avec le staff qu'on avait, et au fur et à mesure qu'on évolue, la prochaine étape pour nous, c'est d'avoir ce qu'on appelle des account managers ou stratégie pour vraiment développer ça. Je pense pas, on sera jamais, je pense, une boîte de stratégie qui vend de la stratégie pure et dure, mais je pense de plus en plus on a une couche de stratégie qui nous permet d'avoir des créas qui sont plus pertinentes, plus efficaces. Et c'est comme je disais aux États-Unis, c'est ça qui compte en premier lieu. C'est ok, est-ce que le morceau de vidéo de contenu que t'as fait, est-ce que ça marche, quoi ? Est-ce que ça a vraiment fait une différence pour la marque ? Est-ce que ça fait que les gens comprennent mieux le produit ? Est-ce que ça se reflète dans les ventes, etc. Et pour arriver à ce niveau-là, ça passe par est-ce qu'on travaille sur la bonne chose, quoi. Ouais, moi je le vois aussi un peu de mon côté. Parfois, je travaille un peu avec l'annonceur, mais après, je sais pas si en freelance, c'est vraiment l'objectif du freelance aussi de pouvoir proposer un peu comme ce que tu fais, un peu des options de stratégie. Et du coup, je me dis ok, une boîte, ça a légitimité entre guillemets dans ce truc-là. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu des free qui ont fait ça, ou je sais pas si pour toi tu trouverais ça pertinent pour des free de pouvoir proposer vraiment une stratégie dans une communication pour vraiment un annonceur à côté, quoi. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de ça. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as déjà un des problèmes, entre guillemets, menace que les studios comme nous ont, c'est qu'on est aussi parfois en concurrence avec les freelancers. C'est-à-dire, c'est intéressant parce qu'on en a double niveau.
on collabore et on adore collaborer avec les freelancers, on les ramène dans nos équipes et c'est super. Mais aussi, il y a certains projets sur lesquels t'es une boîte, t'as peut-être des plus petits projets où tu veux aller plus rapidement. L'annonceur va se dire, tu sais quoi, on va juste prendre un freelancer ou deux et on va pas passer par une agence. Donc du coup, on est aussi un peu en concurrence avec ça d'une certaine manière. Je dirais, pour ces freelancers-là, c'est vrai que plus ils ont un esprit, ils sont en tout cas conscients du niveau stratégique et ils comprennent les enjeux pour la marque, plus ils vont pouvoir apporter une valeur à cette marque. Parce que quand tu as des conversations sur voilà ce qu'on essaie de faire, voilà le style qu'on essaie de mettre en place, voilà la philosophie de notre marque, etc. Si toi, tu es un bon freelancer, tu es très fort en design, etc., mais qui n'était pas vraiment capable de cerner ces enjeux ou de comprendre d'où vient la marque par rapport à ça, ça peut poser problème. Donc je pense qu'être conscient, avoir un minimum de connaissances dans ce domaine, ça peut que t'aider, tu vois. Ouais. Être à la limite spécialiste dans l'IT ou je sais pas quoi, ça peut t'aider à mieux comprendre et cerner ce genre de boîtes et à les aider à proposer peut-être pour toi même d'autres types de vidéos et d'aller un peu plus loin là-dedans, quoi. Ouais, alors après, c'est toujours le grand débat entre spécialisation et généralisation. Après, toi, t'as pas forcément besoin d'être spécialisé dans une industrie, je pense, mais en tout cas, savoir poser les bonnes questions, c'est-à-dire, ok, la vidéo sur laquelle je suis en train de bosser maintenant, savoir vraiment, ok, où c'est qu'elle va être utilisée, où c'est qu'elle va être regardée, dans quel contexte, par qui, parce que ça influe directement le contenu du truc, c'est-à-dire que si tu fais une vidéo pour telle cible, tu veux que la vidéo elle parle vraiment à cette cible. Donc pour qu'elle parle à cette cible, faut que tu comprennes la cible, comprennes où ils vont la regarder, comment ils vont la regarder, sur quelle chaîne, quel réseau et compagnie, quoi. Donc t'es obligé d'avoir un peu ce mindset qui est un petit peu stratégique. Ouais, je comprends. Ok, intéressant. Et du coup là, en continuant sur le process, à quel moment tu fais un peu intervenir ton équipe créative dessus? Est-ce que c'est dès le départ ou est-ce que tu as vraiment une partie un peu plus dans la partie stratégique? Peut-être que c'est pas à ce moment-là, mais ça va peut-être être au moment de rechercher des références ou des choses comme ça. Comment ça se passe? Dès le début, on a donc on a je dirais nos directeurs qui sont impliqués dès le début sur toutes ces conversations stratégiques avec l'annonceur, la brand, tout ce qui est le branding. Ça, on veut savoir vers où se dirige la marque, l'image de marque de l'annonceur, comment il voit ça évoluer, etc. Donc on veut vraiment tout savoir, connaître là-dedans. Et ensuite on commence à réfléchir sur les concepts, etc. Donc tout ce qui est partie concept, décision créative, etc., qui est les plus importantes, ça c'est tout fait in-house avec nos directeurs qui ont l'expérience qui ont l'habitude de faire ça tous les jours avec les marques. Une fois qu'on est vraiment en confiance par rapport à ça, on a tout validé avec le client, on se sent bien, là on peut commencer à réfléchir à la partie exécution et c'est là en général qu'on commence à assigner nos équipes et se dire ok, est-ce qu'on va faire cette partie-là en interne, est-ce qu'on va recruter peut-être en externe pour nous aider sur un style particulier, et c'est là que à ce moment-là que ça se fait, quoi. C'est là qu'en général on a des freelancers qui nous rejoignent. Ok, d'accord. Ouais, c'est à ce moment-là, après, une fois que vous avez fait toute votre pré-production, vous avez des freelances. Vous faites jamais appel à des externes au moment de la pré-prod, du coup? C'est toujours au moment de la post-prod? Ouais, ça peut arriver. En fait, c'est assez nouveau parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, on était vraiment assez strict là-dessus et c'était non, on fait tout en interne pour la créa, pour les décisions créatives, et ensuite en exécution, on se permet de prendre des gens de l'externe. Mais en fait, on a évolué un peu notre pensée par rapport à ça, et c'est vrai que récemment on a commencé à ramener des directeurs créatifs en freelance plutôt dans le process pour tester, pour expérimenter un peu comment ça se passait, et finalement ça s'est plutôt bien passé, et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de développer un petit peu, parce que ça c'est un des problèmes quand t'as un studio, c'est que il faut que tu navigues un peu les eaux qui peuvent être turbulentes des marchés. Donc des fois, comme je dis, ça peut être l'explosion, t'as beaucoup de demandes qu'il faut arriver à gérer, et puis plusieurs mois plus tard, tout d'un coup t'as des séries de licenciements économiques dans l'industrie, t'as moins de demandes, moins de budget, et du coup tu peux te retrouver avec une équipe, un staff en fait qu'il faut payer tous les mois, tes employés en fait. Et donc
le problème devient l'équilibre entre avoir les gens, les employés dans ton staff en temps plein permanent versus des freelancers. Il faut trouver le bon équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile. Donc c'est vrai qu'en tant que studio, tu veux faire gaffe à tes recrutements, tu veux pas trop recruter. Et bon voilà, peut-être se dire essayer un peu ramener des directeurs créatifs un peu plus en avant, en freelance au début, puis ça peut te permettre d'être plus flexible par rapport aux aléas du marché. Ok. Et moi, j'avais une question, c'est peut-être un peu personnel comme ça, et je me demande, qu'est-ce que tu attends du coup d'un directeur créatif par rapport peut-être à un directeur artistique ou autre? Ce serait quoi pour toi les différences entre tout ça? Ouais, je pense la réflexion principalement au niveau pour la marque en fait ou l'annonceur ou même par rapport à l'agence, mais pour un créateur un directeur créatif, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une vision globale, non seulement du projet, donc l'objectif du projet, ce qu'on essaie à faire et comment on va mettre en place avec nos équipes, mais aussi cette compréhension des enjeux pour le client et pour l'agence. Pour le client, c'est-à-dire, ok, est-ce que c'est un projet qui a beaucoup d'enjeux pour eux, ou est-ce que la rapidité c'est plus important que la qualité, ou est-ce que la qualité il faut que ça en jette, c'est plus important que de faire des choses vite. Donc vraiment percevoir ça des clients, c'est pas toujours facile, et ça prend pas mal d'expérience pour naviguer un peu ces eaux corporate. Mais il faut être capable de le faire pour l'agence aussi, se dire ok, l'agence pour laquelle je bosse, est-ce que c'est un projet majeur pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qui nous permet de solidifier une relation avec un client? Est-ce que c'est plutôt un projet pour le portfolio? Est-ce que c'est plutôt pour le revenu? En fonction de ça, tu vas peut-être pas calibrer le projet de la même manière, tu vas peut-être pas recruter les financeurs de la même manière, tu vas pas le même process. Donc ça c'est vachement important et c'est plutôt le rôle du creative director. Alors que si tu veux ton art directeur, il y aura un focus qui sera plus grand sur vraiment les visuels. Ok, il faut que ce soit on brand et il faut que ce soit le meilleur possible, le meilleur rendu possible par rapport aux contraintes qu'on a. Donc son job, ça va vraiment être être sûr que voilà, c'est le meilleur rendu possible artistiquement parlant. Évidemment, bosser avec l'équipe pour rendre ça possible. Et du coup, toi, dans ta team, tout le monde a eu déjà un pied dans le motion, ou c'est des gens, par exemple, qui sont venus un peu du X ou de graphisme directement, qui vont venir dans ton équipe faire des vidéos, etc. Ouais, il y a un peu les deux en fait. À la base, comme je disais, Seb et moi, on venait pas du tout de cette industrie-là, donc on a vraiment dû apprendre. Et voilà. Et quand on a commencé à recruter, c'était un peu comme ça. On a recruté notre premier emploi. En fait, c'était notre scriptwriter, concepteur, pour vraiment nous aider surtout moi en tant que Français. Et Sébastien aussi, tu vois, c'était pas forcément facile d'écrire des scripts en anglais. On pouvait le faire sans problème, mais c'est délicat. Donc, on a choisi de prendre quelqu'un qui était vraiment sur le marché, un local américain. Donc, ça a vachement aidé. Mais qui venait pas de l'industrie. Et pareil, je crois qu'on a commencé par des designers qui n'étaient pas forcément de l'industrie. Et voilà, bon, ça c'était au début. Et puis maintenant, évidemment, vu que le motion design a vachement maturé depuis ces 10 dernières années, c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui viennent de ce milieu-là, en fait. Donc, c'est vrai que de plus en plus, c'est des gens qui viennent du milieu, quand même. Ouais, qui sont un peu plus spécialisés, qui comprennent un peu l'aspect technique, etc., et ce qui est plus ou moins long à faire. Ouais. Ok. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est ce qui va guider un peu tes choix dans l'exécution des projets, c'est-à-dire que les gens que tu vas ramener, est-ce que je vais prendre plutôt un junior? Est-ce que c'est un projet sur lequel il faut qu'on aille vite? Est-ce que la rapidité, c'est plus important que la qualité? Si oui, je vais peut-être prendre tel type de profil versus tel type de profil. Pareil avec les enjeux, tu vois. Est-ce que c'est un produit qui a un enjeu majeur, c'est-à-dire pas forcément le rendu lui-même, mais il faut que ce soit fait dans les temps, bien, sans trop d'erreurs. Peut-être je vais prendre un freelancer qui communique très bien, qui est très fiable en termes de envoyer les dailies tous les jours, communiquer avec l'équipe, etc. Au moins, je suis sûr que ça va assurer qu'on va avoir un truc qui marche et qui est livré à temps. Alors qu'un projet, par exemple, où peut-être les enjeux sont moins énormes, t'as moins de contraintes peut-être légales avec la boîte, là tu
tu peux prendre plus de risques artistiquement parlant. Donc peut-être tu vas bosser avec des freelancers qui sont peut-être pas les top du top en termes de communication, mais ils sont super bons en design et c'est ça qui compte, tu vois. Ouais. Donc en fonction de ça, tu vas faire tes choix. Ouais, c'est ça. Et puis après, je suppose que vous, dans la boîte, vous avez une sorte de listing de personnes avec qui vous voulez travailler, avec plus ou moins les points forts ou non de chaque personne, quoi. Donc, Ouais, complètement. Bah, ça, je pense que c'est des facteurs de succès, je pense, pour les meilleurs studios, c'est d'arriver à avoir, j'allais dire curated, une liste, en fait, de talents, en fait, de designers, artistes, avoir ces connexions, parce que c'est vrai qu'au final, c'est ce qui fait la différence. C'est d'arriver à avoir des gens qui sont talentueux, qui savent, ce qu'ils font, et si tu as beaucoup de connexions, tu connais qui sera bon dans quel domaine, ça fait une grosse différence. ouais. Est-ce que aussi je sais pas, moi je vois en France aussi, tu as aussi la part des clients qui sont pas forcément dans l'industrie du motion design, tu vois, mais qui veulent, parfois tu vas pouvoir proposer un truc qui est graphiquement cool, mais eux, non, en fait, ce qu'il leur faut, c'est vraiment un truc de basique et sans pour autant aller là-dedans. Est-ce que toi aussi, tu as ce genre de process, enfin de problèmes comme ça ou pas? Ouais, ça arrive, mais je pense avec l'expérience, je pense qu'on a vraiment, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on fait ça pour ce genre de boîte, donc on a vraiment appris à le voir assez rapidement. Tu vois, tu vois, ok. Là, pour eux, ce qui compte, c'est des fois, ça, j'ai des histoires marrantes par rapport à ça, mais je me rappelle, on bossait avec l'entreprise pharmaceutique Pfizer à l'époque. Okay. Et c'était vraiment ultra corporate, et donc on était pas très gros à l'époque, mais on était à l'étape du plus ou moins de l'animatique. On avait fait les storyboards, on avait fait les style frames, et on avait en gros mis bout à bout les style frames avec une voice-over, un peu de musique, pour donner un peu une idée de ce que ça allait donner, tu vois, pour avoir les validations et passer au mode d'animation après. Et quand on a partagé ça à l'équipe là-bas, ils ont dit, ils ont adoré. Oh, mais c'est trop bien, mais merci 1000 fois pour cette vidéo, elle est super. Ils pensaient que c'était fini alors qu'on avait même pas commencé le travail d'animation, tu vois. C'était trop marrant. Et parce que simplement, pour eux, ils avaient pas du tout l'œil design, c'était vraiment corporate pur et dur. Pour eux, c'était un PowerPoint un peu glorifié, tu vois, ça leur suffisait, alors que nous, on n'était pas du tout, c'était des kilomètres de ce qu'on voulait. C'était le début, tu vois, donc des fois, t'as un gros décalage. Mais bon, ça, on a vraiment appris à le voir assez rapidement. Et c'est là que je dis, ça guide un peu tes choix dans la gestion du projet, parce que tu vas voir ce qui est important pour le client. Et c'est là où faut vraiment focaliser ton attention pour que ça marche. Ouais, bah ouais, c'est compliqué de faire la part des choses, de se dire bah non, franchement ce truc-là, ça a vraiment bien marché et je pense que c'est cool, mais il y a une part de choses à se dire où faut pas que se faire plaisir à un moment. Faut, comme tu dis, faut comprendre les enjeux du client, quoi. Ça, je pense déjà, c'est une erreur qu'on voit souvent chez les jeunes designers un peu plus juniors, un peu moins expérimentés. C'est qu'ils vont peut-être se focaliser ou passer plus de temps sur les choses qui n'ont pas forcément d'importance pour le client ou pour le projet. C'est normal, parce que tu veux bien faire. Des fois, tu veux mettre plus de détails là-dedans. Alors qu'en fait, les heures en plus que tu vas mettre pour ce petit détail-là, c'est vrai que c'est cool du niveau artistique, mais le rendement par rapport au projet ou l'impact que ça va avoir est vraiment négligeable par rapport à autre chose. Et je pense que les jeunes designers, c'est là où il y a manque d'expérience, et plus tu designs, plus tu as de projets, plus tu vas comprendre ce qui est vraiment important pour le projet. Ouais, et puis je pense que quand t'es un peu plus junior, t'as ce truc-là aussi où tu te dis, j'ai pas 10 000 projets à mettre dans mon portfolio, etc. Donc peut-être que je vais essayer de pousser le truc pour que ce soit un peu plus cool et que après je puisse un peu communiquer dessus. Et que ce soit pas juste le petit truc lambda, encore une fois, quoi. Mais ouais, je peux comprendre. Et du coup, pour Pfizer, vous avez livré la vidéo juste animatique ou vous avez continué quand même un petit peu après? Non, on aura quand même fini, on a expliqué, attendez, c'est que le début, là. Mais, non, mais il y a des trucs vraiment contents, quoi. Ouais, non, c'était super bien passé, et franchement, c'était le bon côté pour bosser avec des boîtes, des fois comme ça. C'est le côté, c'est pas toujours super excitant en termes de créa, et c'est beaucoup corporate, c'est bon, mais en général, ça paye bien parce que c'est des grosses boîtes énormes avec des bons budgets. Et puis c'est souvent facile de les satisfaire par rapport à ça.
Après, ça, c'est dans certaines industries. Moi, je sais que maintenant, tu as quand même certaines attentes, en tout cas dans les marques, les nouvelles technologies, où vraiment, tu as le niveau des équipes de branding qui ont vraiment augmenté là dans les 10 dernières années. Et tu as beaucoup... Je sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, t'as beaucoup de boîtes américaines qui en fait ont recruté des créateurs, des directeurs créa, des artistes, Ok. etc. dans leurs équipes in-house directement. Ils ont leur brand studio, leur in-house studio directement dans la brand. Et t'as vraiment le niveau branding en général, motion qui a vraiment augmenté. Donc maintenant, quand on bosse avec ces marques, t'as des attentes qui sont beaucoup plus élevées et tu sais que il faut que ça en jette, faut faire des trucs cool quand même. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, je t'avoue, je sais pas trop comment ça se passe en France à ce niveau-là non plus. Faudrait que j'aille enquêter de mon côté. Ok, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est un peu comment vous gérez dans votre coin l'innovation dans la créativité au sein de l'équipe, puis même avec, on en parlait un petit peu, mais avec l'IA, l'arrivée de l'IA, etc. Est-ce que maintenant ça prend une partie un peu dans votre process ou pas? Ouais, carrément. Je pense que pour deux raisons. La première, c'est que tout ce qui est un peu nouvelle technologie, c'est quand même assez dans notre ADN d'agence en fait, parce on est parti de Silicon Valley, on adore tout ce qui est start-up, produits, apps, etc. Donc c'est toujours quelque chose que nous on adore faire, on adore communiquer par rapport à ça. Donc c'est dans notre culture. Et puis la deuxième raison, c'est que ça va avoir quand même un gros impact sur l'industrie, qu'on le veuille ou non. Et c'est un nouvel outil qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Je sais que c'est assez polarisant parce que tu as vraiment des gens qui sont complètement anti-IA et tu en as d'autres qui sont super hype dessus, même peut-être trop. Je pense que c'est sûr, ça crée certains problèmes. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on règle de manière sociétale et puis même légale, etc. Mais en même temps, j'ai du mal à voir comment on va pas aller là-dedans, quoi. Je pense pour moi, va être obligé de s'adapter et d'un point de vue créa, c'est pas fondamentalement différent de ce qui s'est passé dans le passé. C'est un nouvel outil qui vient révolutionner un peu le monde créa, mais c'est simplement un nouvel outil qu'il va falloir apprendre à maîtriser pour donner vie à nos visions, en fait. Mais c'était la même chose avec, je sais pas moi, l'imprimerie, l'invention de After Effects, de Photoshop, etc. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça, ouais. Et est-ce que vous l'avez déjà intégré un peu dans votre process, vous, ou pas encore? Ouais, du coup, je réponds à ta question. Ouais, donc, à cause de ça, ouais, bien sûr, nous, on a commencé déjà à jouer avec. Très rapidement, on a commencé à mettre en place des petits process et même des petites applications, mais on l'utilise pour tout ce qui est inspiration, donc dans tout ce qui est l'étape de recherche de références, style frames, conceptualisation des idées. Ouais, bien sûr, on utilise que ce soit ChatGPT par exemple pour faire des drafts, des brouillons de scripts ou trouver des idées, etc. Faire des analyses d'audience et compagnie, mais aussi tout ce qui est Midjourney, DALL-E, etc. pour faire des tests de concepts visuels très très rapides, tu vois, vraiment en rough, en brouillon. Ça permet d'éclaircir un peu les idées, de tester certaines directions et puis de pouvoir rejeter certains trucs et puis se focaliser sur les bonnes choses. Et c'est vrai que ça a un impact comme ça. Ça fait qu'on peut bouger plus rapidement sur certaines choses, c'est clair. Ok, ouais, tu vois que maintenant, votre force de production, elle a un peu, enfin la vitesse, elle a un peu augmenté, ou vous pouvez aller un peu plus vite sur certaines choses, quoi. Ouais, franchement, tu vois, entre le combo Figma et puis tout ce qui est IA pour génération d'images, etc., tu peux vraiment trouver des concepts rapides, plus que ce qu'on pouvait faire avant, en fait. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que si tu voulais, en tant que creative directeur, tu avais peut-être une vision en tête, tu avais un peu quelques idées de là où tu voulais aller, donc il fallait récupérer des références pour essayer de communiquer ta vision à ton directeur artistique ou tes freelancers, etc. Mais maintenant, et t'étais même parfois obligé de passer par des freelancers pour pouvoir designer, illustrer ces trucs en rough pour partager avec tes clients. Mais maintenant, ça, tu peux un peu skipper cette étape et en tant que directeur, tu peux très rapidement générer des images vite fait pour set the mood, comme on dit, donner de l'ambiance
Et puis à partir de là, prendre des décisions plus rapidement qui vont te faire passer en mode exécution plus rapide avec tes freelancers. Ça c'est vrai que à mon avis, ça va faire une grosse différence dans les années à venir. Ouais, ok. Et vous, en interne, comment vous allez voir les nouvelles innovations, etc. Est-ce que vous faites des points pour voir un peu ce qui se passe autour, etc. Ou est-ce que c'est chacun dit ah j'ai trouvé cet outil-là, ce serait bien qu'on s'y intéresse un petit peu. Comment ça se passe? Ouais, c'est semi-intentionnel, c'est-à-dire que on adore tester ce genre d'outils pour voir un peu le potentiel en fait, parce que nous on le voit d'une manière à ce que ça va nous aider à faire mieux plus vite. Donc on teste en espérant que c'est l'outil qui va nous permettre de régler tel ou tel problème. Donc 90%, bon, ça marchouille et on s'en sert plus jamais après ça. Et puis t'as 10% qui vraiment font une différence et qu'on va garder. Et ceux-là, c'est ceux qu'on communique et on essaie de partager cette connaissance à travers l'équipe. Là, c'est là où on fait des points. On se dit, OK, on a trouvé un ou deux trucs qui marchent. Et là, on va en partager avec, au sein de toute l'équipe, de nos collaborateurs pour qu'on s'aligne sur l'utilisation de certaines choses. Donc t'as un côté qui est un peu organique, naturel, qui vient en testant, et t'as l'autre partie qui est un peu plus intentionnelle en se disant, OK, maintenant les trucs qui marchent, on va essayer de formaliser ça un peu et le mettre dans un process qui va nous permettre de s'améliorer en tant que studio, en fait. Ok, d'accord. Par exemple, c'est intéressant. Désolé de te couper, j'allais dire un exemple concret de ça qui est pas lié à l'image forcément, mais c'est de l'IA. C'est que pour les, tu sais, quand on intègre la voice-over à la vidéo, souvent il fallait faire des voice-over, il fallait enregistrer avec quelqu'un pour faire ta scratch VO, donc timer un petit peu tout bien, quand t'avais un changement de texte, donc du coup il fallait réenregistrer le truc rapide. Là, on a gagné trop de temps parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que on génère les voix directement par l'IA. T'as des apps comme Eleven Lab ou autres qui te permettent de faire ça très rapidement. Et en fait, t'as juste à écrire sur ton clavier, voilà le dialogue qu'il me faut, machin. Ça génère la voix pour toi vraiment d'une bonne qualité, très rapide. Et tu peux tester ça pour le timing dans ta vidéo directement. C'est même de assez bonne qualité pour le partager au client. Donc, du coup, on est beaucoup plus rapide et agile pour tout ce qui est l'écriture du script, le pace, le rythme de la vidéo, etc. Alors que ça, avant, pour tester ces trucs-là, ça prenait 5 fois plus de temps, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, même moi, j'avais des galères. Genre, je m'enregistrais et puis au final, j'avais pas du tout le bon rythme. Enfin, par rapport à une voix off normale. Et oui, je trouve que c'est une bonne alternative avant de passer à une vraie voix off. Enfin, je sais pas si vraiment la voix off en IA, ça va remplacer vraiment tout le truc. Parce que t'as quand même des Moi, je émotions serais pas surpris, qui peuvent transparaître. Je serais pas surpris parce que tu verrais, déjà, on l'a déjà fait. On avait fait une campagne pour une compagnie qui s'appelle Bill.com, qui est une plateforme de paiement pour les entreprises. Et donc, on avait shooté dans cette pub, en fait, qui est en live action. Et quelques mois plus tard, en fait, la compagnie s'est rebrandée, en fait. Donc, il fallait changer certains mots. Il y avait certaines lignes du dialogue qu'il fallait changer. Mais on voulait pas, pour faire ce changement, on voulait pas re-shooter tout le truc et ramener l'actrice principale, etc. Ça allait coûter des milliers de dollars. C'était pas vraiment une question. Donc, on a réfléchi comment on pourrait faire ça. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'autorisation de l'actrice principale et rémunération, bien sûr, on a enregistré sa voix, on a cloné sa voix pour réécrire le texte dans le timing qu'il fallait pour que ça marche, et pour ressortir la publicité du coup avec les nouveaux dialogues, les nouvelles répliques, avec sa voix qui a été clonée. Donc tu peux pas trop voir la différence. Et c'était déjà il y a 1 ou 2 ans qu'on avait fait ça. Donc maintenant la technologie autour des voix, c'est 1000 fois mieux. Et je sais pas si tu as vu OpenAI qui a présenté la nouvelle itération de leur produit là il y a 2 jours, où tu peux dialoguer directement avec l'IA. Et là, au niveau émotionnel, enfin franchement très rapidement, on va faire la différence. Donc à mon avis, les voix off, c'est pareil, hein, ça va se faire 100% par l'IA dans quelques années, je pense. Ouais. En même temps, si tu dis, c'est un peu triste, quoi. Enfin, bon, bref, c'est la machine qui va gagner le jeu au final. Mais
Mais est-ce C'est qu'il y triste, mais avait un truc ça va aussi? peut-être. C'est difficile de prévoir l'avenir, mais c'est possible que ça aussi, ça ouvre des portes ou des opportunités. C'est-à-dire que si t'es un artiste qui utilise ta voix, un acteur, etc., je pense qu'il y aura quand même moyen d'essayer de faire un peu créer ta propre personnalité, créer un peu ta spécialité en fait, ton style, et tu pourras certainement, j'imagine, vendre cette brand en fait, ta propre personnalité, et tu vas la licencier aux marques pour qu'elles puissent utiliser ta voix facilement sans avoir besoin que tu enregistres pour eux. Mais par contre, tu vas leur faire payer l'utilisation de ta voix. Donc, à mon avis, ça va créer des opportunités de business qui n'étaient pas là avant, mais ça va changer la nature du travail, des tâches en elles-mêmes, je pense. Ok, oui, c'est sûr, oui, ça fait un peu comme dans Charlie et la chocolaterie quand t'as l'arrivée des machines qui remplacent le père. Au final, il va Ouais. réparer le truc. Mais bon, Ouais. ouais, on verra comment tout T'as ça raison, hein, évolue. ça pose des grandes questions de société. Est-ce que c'est un truc sur lequel nous, collectivement humains, on veut se diriger? C'est vrai qu'il y a des grosses craintes par rapport à ça, et c'est dur de se dire. Moi, je me dis, j'espère, en fait, je croise les doigts que, bon, bah, au final, ça va nous aider à gagner du temps sur certaines choses voilà, qu'on n'a pas forcément envie de faire, et ça va libérer du temps pour les choses sur lesquelles on aimerait passer du temps. Et ça va aussi certainement créer des jobs qui n'existent pas à l'heure actuelle, parce l'humain, il trouve toujours des nouveaux trucs à faire. On est assez créatif par rapport à ça. Donc, je me dis, on va trouver des trucs qui sont cool. Mais bon, t'as quand même cette crainte que si on n'y arrive pas, quoi, si vraiment ça laisse beaucoup de monde sur la paille, et puis que ça dénature un peu l'humain d'une certaine manière, c'est un des risques. Ça, je sais que c'est des choix de société à faire et qui sont pas faciles à faire, hein, ça c'est clair. C'est ça. Bon, on va essayer de passer à autre chose sur le point IA. Non, en tout cas, ouais, non, c'est intéressant de parler là-dessus, de voir un petit peu, mais même j'essaie d'un peu intégrer ça dans des podcasts précédents aussi, parce que c'est intéressant de voir un peu comment chacun Ouais. voit cette évolution-là et comment ça peut prendre. T'en penses quoi, toi? Sur la Est-ce que société. t'es plutôt, t'adoptes l'IA, ou t'es anti-IA? Parce que je sais que je connais des freelances, Non. des artistes qui sont complètement anti-IA, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc je sais que c'est vraiment polarisant comme sujet. Bah ouais, non, moi je suis plutôt en mode, bah, dans tous les cas, si je suis contre, la société va faire avec dans tous les cas, donc je pense qu'il faut faire partie du mouvement, sinon bah après tu vas vite te retrouver dépassé derrière quoi. Donc moi en tant que freelance, j'ai pas non plus méga joué avec l'IA, mais il y a des moments où je vais aller voir un peu, bon bah ok, si je suis bloqué sur un truc ou bah, pareil pour les voix off, pour avoir au moins une voix témoin, bah je vais l'utiliser, mais c'est pas encore ce Ouais, que j'ai intégré dans mon workflow beaucoup plus. Par exemple, je vais pas aller chercher sur Dali ou ou j'ai oublié ouais. le nom de l'autre pour aller chercher des références, mais je trouve ça intéressant de me dire ok oui, ça peut me permettre d'aller me faire des moodboards assez rapidement, etc. Ouais. Euh, Bah, tu sais, même pour l'animation, ça va. Il y a des petits outils qui sortent en ce moment, dont un qui s'appelle Prism. Je sais pas si tu as vu, mais pour les motion designers en particulier, où en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux animer en fait ta forme. Imagine, je sais pas moi, un personnage. Tu vas animer le personnage hmm, avec un walking cycle par exemple, mais tu fais que des formes en vectoriel. Et en fait, avec Prism, tu es capable de affecter une texture qui est générée ok. par l'IA, et tu peux changer. Enfin, tu veux dire, ok, j'aimerais dans un style Pixar, ou j'aimerais dans un style animé, ou dans un style Japanese, tu vois, enfin manga, etc. Et franchement, avec le clic d'un bouton, tu vas pouvoir faire l'animation de base, et en fait tout le rendu de texture, de style va pouvoir être géré avec l'IA. Ça marche pas, c'est pas encore parfait, mais il y a déjà Ouais. j'ai vu des trucs circuler qui sont déjà à haut potentiel, et c'est que le début. Donc rien que ça va faire une Ouais. grosse différence pour les motion designers. Ouais, non, je t'avoue, j'avais pas entendu de parler de Prism à côté, mais ouais, non, t'en avais un autre gros aussi pour les vidéos. Mais non, mais c'est intéressant. Ouais, Alors, dans tous les cas, oui, ça peut faire gagner du temps pour l'instant sur des petites tâches comme ça. ouais, Et puis je pense que là où tu vas pouvoir te démarquer aussi, c'est comment tu arrives à assembler tous ces outils-là pour pouvoir faire une œuvre complète au final. Mais ouais, moi, une fois, j'avais utilisé pour un projet juste
tu vois, faire bouger des visages sur une image, etc. Et pas que moi je vienne à chaque fois découper les Ouais, bah calques voilà. et venir le faire moi-même. Je trouvais ça assez intéressant et ça m'a fait gagner peut-être 3 heures de travail, quoi, au final. Donc ouais, tu fais ça en 5 minutes et c'est Exactement. bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, d'une certaine manière, ça va être un outil qui, parmi d'autres, hein, qui va changer un peu la donne. Mais bon, voilà, de la même manière qu'il y a eu d'autres outils avant qui ont changé la donne dans le monde créatif, comme la photo Ouais, c'est ou ça. l'imprimerie ou Photoshop. Ouais. C'est ça, exactement. Et en parlant d'outils, du coup, transition toute trouvée, j'ai vu que vous aviez créé une plateforme, c'est Spectacle, c'est ça? Ouais. Où en fait vous avez regroupé pas mal de références, d'inspiration pour vos clients. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que toi ça vous aide du coup à ce que les clients se fassent une idée concrète de ce qu'ils veulent ou comment ça vous est venu un peu cette idée de le faire? Ouais, tout à fait. Bah, Spectacle, en fait, c'est un produit, enfin un site qu'on a développé il y a plusieurs années, et c'est un site qui agrège en fait toutes les meilleures vidéos produits motion qu'on trouve, qu'on aime bien. Et en fait, l'idée par rapport à ça, c'était pas forcément pour les clients, mais en fait, ça s'est fait de manière vraiment très organique, où à l'origine, pour nos recherches d'inspiration, on bookmarkait un peu les vidéos qui nous inspiraient. Et au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, si nous ça nous inspire, il y a des chances que ça inspire d'autres personnes. Pourquoi, tiens, on n'a qu'à faire un petit site et puis Trop bien. on rend nos bookmarks en public en fait. Ouais. Et puis, à l'époque, c'était un site qui s'appelait startupvideo.com. On a changé le nom depuis, mais Ok. c'était assez populaire, il y avait beaucoup de monde, et donc du coup, on a décidé de continuer à le développer un petit peu. Et l'idée maintenant, c'est que tu as beaucoup de sites web d'inspiration pour le motion design. Par exemple, j'imagine que tu connais Motionographer, par exemple, ou d'autres. Hmm. Et à l'inverse, tu as quelques publications dans tout ce qui est advertising, publicité, comme, je sais pas moi, Adweek, AdAge, tu vois, Culture Pub, ces trucs-là qui sont vraiment centrés sur la création publicitaire, mais en général, c'est pour des grosses marques ou des spots télé, des grosses campagnes. Mais tu n'avais rien vraiment au milieu qui traitait un petit peu des deux. Donc pour nous, on a voulu mettre en place ce petit site référence qui permettait de montrer les meilleurs exemples possibles de marques qui utilisent la vidéo pour promouvoir leurs produits ou communiquer sur certains aspects de leur entreprise, que ce soit par exemple un lancement de produit, ou peut-être, je sais pas moi, montre-moi des vidéos qui sont super pour onboarder des utilisateurs, ou pour des customer service par exemple, ou pour des customer testimonials, tu vois. Il y avait Hmm. pas vraiment d'endroit où tu pouvais chercher, en tant que studio, je bosse sur cette problématique-là pour un client, j'aimerais bien trouver des références, de voir comment d'autres marques ont fait ça, tu vois. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre ça sur un site référent, et pour aider nous-mêmes en tant qu'agence, en tant qu'inspiration, et puis d'autres agences ou freelancers qui cherchent de l'inspiration sur des problématiques marketing spécifiques, évidemment en relation à la vidéo, quoi. Mais pour répondre à ta question, oui, bien sûr, ça aide nos clients aussi, parce que quand on commence le process créatif avec les clients, souvent on les fait passer par là pour voir s'il y a quelque chose qui les inspire en particulier, à moins qu'ils aient Ok. déjà un brief super précis, mais sinon des fois ils savent pas Ouais. trop, et on dit tiens, regarde là, c'est le truc qui vous inspire, quoi. Euh, donc ça a double niveau, c'est vrai. Ok, ouais, non, c'est cool. Ouais, moi, quand j'ai vu ça sur ton site, du coup, je trouvais que c'était une super idée d'avoir ce truc-là. Et de pouvoir rechercher. Oui, c'est vrai que ce genre de vidéo-là, t'as pas forcément de site encore qui les regroupe. Donc, je trouvais ça assez intéressant de l'avoir comme ça. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, j'encourage tout Ok. le monde à regarder. C'est vrai que c'est vraiment, Ouais. ça aide, je trouve, vachement pour quand, encore une fois, imagine, tu travailles avec un client, même en tant que freelanceur, et la vidéo que tu fais, c'est pour, je sais pas moi, le lancement d'un produit dans tel domaine. Et si tu peux aller sur Spectacle, et puis tu peux filtrer, en fait, par type de vidéo et par type d'industrie.
d'utilisation. Donc du coup, ça te permet de voir un peu des exemples de comment les autres marques utilisent la vidéo, tu vois, ou comment les concurrents ou les gens dans cette industrie utilisent la vidéo. Et on essaie vraiment de prendre des vidéos qui nous inspirent, des trucs qui sont quand même assez soit qualitatifs en termes de rendu, soit qualitatifs en termes de message ou d'efficacité, tu vois. Donc voilà, c'est une bonne inspiration pour commencer en tout cas le processus créatif. Ouais, en vrai, trop bien, trop bien. Et bon, du coup, on va toucher un petit peu à la fin du podcast là, et puis on en vient toujours aux inspirations. Toi, quelles sont tes inspirations un peu du moment? Ça peut être quelque chose autre, totalement autre du motion, ou juste dans le motion design. Qu'est-ce que ça serait? Ouais, en tant qu'inspiration, j'aime bien regarder un petit peu à tout. En fait, c'est marrant parce que comme je disais, on vient pas forcément du monde du motion design ou de l'animation à l'origine. On a ce côté un peu business qu'il y a beaucoup d'autres studios n'ont pas forcément. Donc moi, je suis vraiment très inspiré en général par les histoires de marques, d'entrepreneurs qui ont lancé un mouvement ou quelque chose qui n'existait pas avant, et avoir une vision et arriver à lui donner vie. Pour moi, ça a toujours été très inspirant, et j'adore voir comment telle ou telle marque ou tel produit a réussi, quoi. Parce qu'il y a des fois, t'as des trucs qui marchent, qui restent, et d'autres qui marchent pas du tout. Et ça m'a toujours fasciné. Pourquoi un produit il marche, pourquoi celui-là il marche alors que celui-là il marche pas, alors que c'était plus ou moins la même fonctionnalité. Des fois, c'est une question de timing, des fois c'est une question de vision. Et souvent, en fait, ce qui ramène à ThinkMojo, c'est que c'est une vision de la capacité à l'entrepreneur à articuler sa vision, à la communiquer aux gens autour de lui. C'est ce qui va faire que ça réussit ou pas. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec les marques souvent, c'est-à-dire qu'on les aide à peaufiner, clarifier un peu la vision du produit, du lancement de l'entreprise, parce que c'est ce qui fait vraiment ce qui permet d'inspirer les gens autour d'eux, les consommateurs, les investisseurs, etc. Donc quand tu arrives à faire ça, en fait, ça change vraiment ça change tout, quoi. Donc arriver à clarifier ses visions par la vidéo, c'est quelque chose que moi j'adore. Et quand je peux trouver, ou quand je vois des histoires qui se rapprochent de ça, ou qui permettent de moi me donner certains insights par rapport à ça, j'adore ça. Voilà, ça c'est en dehors du motion. Mais après, ouais, évidemment, en motion, bien sûr, il y a les studios que j'adore. Tout ce qui est Bach et compagnie, c'est des trucs de ouf. Ce qu'ils sont capables de sortir. Il y a des agences de design comme, je sais pas si tu connais Collins, de Brian Collins. En fait, c'est une agence de branding. Franchement, je dirais peut-être l'agence la plus influente du moment, en tout cas à San Francisco, très très fort. La plupart des grosses marques rebrand en ce moment, ça vient d'eux. C'est super intéressant ce qu'ils font, je trouve. Et puis une autre agence de motion, j'adore leur style. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Vuko. Le fondateur, il s'appelle Andrew Vuko. Ils appartiennent à Hornet maintenant, qui est un collectif de directeurs et de studios. Mais j'adore ce qu'ils font. En fait, ils sont spécialisés. Là, on parlait de spécialisation tout à l'heure. En fait, donc c'est une équipe de motion design qui est spécialisée dans tout ce qui est motion system. Et franchement, je pense qu'ils ont le meilleur niveau de toute l'industrie. Ils font des trucs de ouf, quoi. Tu sais, le level de Buck, mais vraiment spécialisé dans une niche, dans un truc super particulier. Ouais. Et c'est les meilleurs des meilleurs, quoi, pour ça. Et chapeau, franchement, je kiffe ce qu'ils font. Là. Ouais, je connais pas mal. Ouais, j'avais vu quelques-uns de leurs trucs et je me dis, ouais, quand t'as ce type de choses-là, c'est les gars à aller voir. Ok, intéressant. Et du coup, c'était quoi le produit qui t'a le plus marqué? Pourquoi ça marchait pas ou non? C'est étonnant, mais tu sais, je regarde. T'as plein d'histoires, mais je pense que des compagnies comme Apple, ça me fascine, parce que bon, Apple, c'est soit tu l'aimes, soit tu détestes, en gros. Mais moi, je pense que ce que la plupart des gens voient pas forcément, surtout les détracteurs, c'est que les produits sont de top qualité, évidemment. Mais je pense que là où une des raisons du succès, c'est pas forcément le produit, même si ça l'est évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est marketing, gestion derrière. En fait, c'est là où Apple est
extrêmement forts, c'est qu'ils sont très forts en marketing. Ils savent comment packager un produit, ils savent comment communiquer dessus, et c'est ce qui fait aussi que voilà, une boîte comme ça, elle est capable de générer des profits de ouf et de la valeur de ouf, et que c'est très difficile à copier en fait. Et une des raisons pour laquelle je pense à ça souvent, c'est que c'est un peu la même chose pour les studios à succès dans notre industrie, ou même les freelancers. Mais je pense qu'un des mythes ou une des erreurs des freelancers ou des studios qui commencent, c'est que tu te dis que tu vas, à partir du moment où tu fais du bon boulot, tu fais du motion qui est vraiment cool, etc., ça va suffire pour avoir des bons clients, pour avoir des bons projets, etc. Et c'est vrai qu'en partie, en fait, en réalité, pour être dans la durée et continuer d'avoir des projets bien et grossir, etc., faire du motion de qualité, c'est que ton ticket d'entrée, en fait, parce que la différence, elle va se faire à comment tu marketes ça, comment tu présentes ça, tes process derrière, à quel point c'est fluide ou pas. Et en fait, t'as plein d'autres facteurs de succès qui vont au-delà de juste l'animation. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens voient pas, tu vois, quand tu regardes un studio comme Buck, qui est une des références, enfin la référence même, je dirais, dans le motion design. Enfin, à chaque fois que tu demandes à n'importe quel freelancer, c'est quoi ton studio préféré ou qui tu regardes, en général, t'as toujours Buck dans le top 5 au minimum, tu vois, mais en général, c'est même premier. Et je pense que ce que la plupart des gens réalisent pas, c'est que Buck, évidemment, ils font le meilleur motion design du monde, tu vois, en ce moment. Mais surtout, ils sont capables de faire ça, de te sortir ça, projet après projet, après projet, après projet, avec des boîtes de ouf, de la pression de ouf. Et ça, c'est ultra difficile à mettre en place, parce que ça veut dire qu'il faut que tu aies des process en place. Il faut que tu aies le recrutement pour avoir le bon talent en place. Il faut que tu sois capable de cultiver ce talent. Donc, il faut que tu aies une culture d'entreprise vraiment forte. Il faut qu'en business, tu sois super sharp, parce que ça veut dire que tu es capable de vendre au meilleur niveau, stratégique et compagnie. Enfin, tout ça, c'est des facteurs à succès qui sont ultra difficiles à maîtriser. Et eux, ils le maîtrisent totalement, sauf que tu le vois pas de l'extérieur, en fait. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus impressionnant que même que leur contenu, que les vidéos en elles-mêmes, quoi. Oui, parce que ça fait, je sais pas, 10 ans qu'ils sont au top qualité, et tu fais oui, ok, faut tenir dans la durée, c'est peut-être ça le plus dur, quoi. Ouais. Ok, en fait, en plus, tu m'as appris la question que j'allais te poser juste après, c'était les petits conseils que tu pourrais donner. Et du coup, je pense que c'est un bon conseil de se dire. Faut penser au-delà de, bien sûr, maîtriser son craft, comme on dit, c'est-à-dire ton esthétique et ton style. Faut être vraiment fort en design, mais voilà, se rappeler que ça, c'est vraiment ton ticket d'entrée, en tout cas dans l'industrie. Et si vraiment tu veux perdurer et que ça marche bien, en fait, il va falloir que tu maîtrises d'autres ingrédients qui vont faire que voilà, ça fait une différence. Ok. Après, ouais. J'allais dire en d'autres conseils, s'ouvrir aux autres. Je sais que c'est un truc, je me rappelle quand on commençait, et que surtout moi, en venant de l'extérieur de l'industrie, j'avais toujours l'impression que tu avais un peu ce club privé. Je regardais, je sais pas moi, les Buck et Giant Ant et Oddfellows, un peu des studios qui étaient un peu hot du moment, et j'avais l'impression qu'ils se connaissaient tous, et il y a un petit club un peu d'élite, et que nous on était vraiment complètement à l'extérieur. Mais en fait, quand tu parles parce que je connais, évidemment, je rencontre beaucoup de studios, beaucoup de freelancers, etc., et en fait c'est un petit monde, et dès que tu parles à n'importe quel de ses fondateurs, etc., franchement, on est tous dans le même bateau, et tout le monde se pose les mêmes questions par rapport au business, par rapport au marché, etc. Et en fait, le simple fait d'y aller, quoi, de contacter les gens, de parler, en général, tout le monde est super ouvert, et tu te rends compte que tu peux facilement échanger par rapport aux problèmes que tu essaies de résoudre, aux trucs, ou à tes frustrations et tes trucs, et beaucoup plus que ce qu'on pense. Enfin, même entre guillemets tes concurrents, parce qu'on est concurrents d'un point de vue du marché, mais en réalité, on est tous un peu potes dans l'industrie. Mais donc, j'allais dire, même tes concurrents, en général, ils sont super ouverts à échanger par rapport à qu'est-ce qui marche toi dans ton studio, ton équipe, avec quoi tu galères, et puis s'échanger des tips. Donc voilà, surtout ne pas hésiter, surtout au début, parce que je pense que c'est un des trucs que si je devais refaire avec de l'expérience,
je ferais très rapidement, c'est ça. Je me renseignerais auprès des studios que j'admire, que j'aime bien, et je prendrais contact et j'essaierais de parler avec eux, voir ce qui marche pas. Et je pense que on aurait grandi et évolué beaucoup plus vite si j'avais fait ça plus rapidement. Ouais, d'apprendre un petit peu eux ce qui a marché pour eux et comment ils en sont arrivés là, etc. Ouais, je pense que c'est ultra bien d'essayer de s'inspirer d'autres personnes qui ont déjà peut-être un petit peu plus d'expérience ou même qui sont au même niveau que toi, et comme ça, ça permet d'apprendre des erreurs des uns et des autres, quoi. Okay, ouais, faut pas hésiter parce que tu sais, au début tu sais pas forcément. Moi je me rappelle que je savais pas comment tu pitches un projet, quoi, ou comment tu scopes quelque chose, quel prix tu mets, comment tu justifies ton prix, comment tu gères le recrutement, comment tu présentes ça au client. Enfin, il y avait plein de questions, j'avais aucune idée de comment faire, et on a galéré, tu vois, on a trouvé par nous-mêmes en essayant des trucs qui marchent pas, qui marchent ou qui marchent pas, et ça a pris des années, honnêtement. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai pas simplement demandé, quoi, à d'autres studios, et ils m'auraient tout dit, on aurait partagé, et en fait, on aurait acquis ces compétences-là, mais beaucoup plus tôt, quoi. Ouais, non, c'est bien, c'est un bon conseil du coup. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Dernière question du podcast, est-ce que t'aurais quelqu'un que tu aurais envie de voir dans Motion Meet? Ouais, il y a tellement de monde qui a tellement de talent. C'est un des trucs qui est trop cool en ce moment, c'est que t'as plein de nouveaux motion designers jeunes ou autres qui sont tellement talentueux et créatifs. Donc c'est dur de choisir, mais bon, moi en tant que propriétaire de studio, si tu veux, bien sûr, j'adore voir ce que font d'autres propriétaires de studios. On parlait de Vuko tout à l'heure. Un gars comme Vuko, évidemment, ça sera en anglais, mais j'aimerais trop entendre parler de comment eux ils gèrent leurs équipes, leur studio là-bas. Pareil, un autre studio que je connais qui s'appelle Ilo et Algo, je sais pas si tu connais, qui sont d'Italie, Turin. Ouais, et c'est trop cool. Donc Luca Gonelli, que je connais un petit peu, super sympa, et ce qu'il fait avec sa compagnie, son studio Algo, qui mixe le motion design et tout ce qui est data en fait, et intelligence artificielle, c'est vraiment cool ce qu'ils sont capables de faire là-bas, et ça, ce serait vraiment intéressant d'avoir quelqu'un comme ça qui puisse parler de ça, je pense. Voilà, mais bon, ça, ce serait international. Ouais, c'est ça. À un moment, j'hésitais à faire des podcasts en anglais, mais sauf que mon anglais, il est grammaticalement pas bon, mais je m'exprime, quoi, tu vois. Donc à voir si ceux qui nous écoutent veulent que j'essaye en anglais, et malgré mon anglais un peu limité, on peut essayer de faire quelque chose. Ok, ça marche. Écoute, Yann, je sais pas, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, écoute, merci beaucoup de l'invitation. Moi, c'est super, j'adore parler avec les autres créatifs dans l'industrie, et puis c'est super de pouvoir échanger par rapport à ça. Et puis non, continue, c'est super d'avoir d'autres guests, de voir ce que fait tout le monde à tous les niveaux, que ce soit en France ou ailleurs, dans tous les domaines. Donc c'est avec du contenu comme ça et des gens comme toi que l'industrie, je pense aussi, mature, et puis devient plus welcoming entre guillemets pour tout le monde, et puis permettre à tout le monde de s'améliorer aussi. Donc vraiment chapeau pour ça. Je sais que ça prend beaucoup de temps, et c'est pas facile à faire, donc voilà, je vais être sûr de te remercier par rapport à ça, et puis de t'encourager pour continuer. Non, merci beaucoup. Non, après, c'est normal, hein. Moi, le truc, c'est, dernièrement, j'ai échangé avec pas mal de motion aussi, et puis, du coup, à chaque fois que je dis quand je crée le podcast, c'est parce que moi, j'étais en agence de communication tout seul, à faire du motion, et du coup, tu vois, je me dis, il y a peut-être d'autres gens qui sont tout seuls dans leur coin, et ça va peut-être les aider aussi, à s'inspirer, quoi. Puis même, je pense que quand t'es passionné par ce que tu fais, etc., juste aller voir d'autres personnes qui font le même taf que toi et les entendre parler, c'est toujours très, très cool, quoi. Ouais, donc, tout à fait. Tu vois, c'est comme ça que c'est tout à ton honneur, tu vois. C'est ce genre de choses qui inspire les gens autour de toi, donc c'est énormément de valeur. Donc ouais, bravo. Merci beaucoup, Yann, et puis je te souhaite une bonne continuation avec tout ça, et puis on se dit à une prochaine.
Au plaisir, merci beaucoup et à une prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.